Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Quand ma sœur est décédée, elle m'a tout légué. Pas seulement quelques bibelots sentimentaux ou des photos de famille, mais absolument tout. La grande maison bourgeoise de la rue de l'Érable, son portefeuille d'investissement, les immeubles commerciaux du centre-ville et des comptes bancaires avec plus de zéros que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Je n'étais préparée à rien de tout cela. Je disposais encore les cartes de condoléances sur le manteau de la cheminée quand l'appel de son notaire est arrivé. Je n'avais pas beaucoup dormi depuis le décès de Béatrice. La maison semblait creuse sans sa présence pendant 19 ans. Elle avait été la seule constante dans ma vie après que mes enfants m'avaient abandonnée. Elle n'était pas la personne la plus chaleureuse, jamais portée sur les câlins ou les démonstrations émotionnelles, mais elle ne m'avait jamais tourné le dos. Pas une seule fois. Ce matin-là, j'ai enfilé le tailleur bleu marine qu'elle disait toujours me donner l'air d'une femme qui sait poser ses limites. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 10 bonnes minutes avant de trouver le courage de tourner la clé. C'était étrange de savoir que tout ce qui lui avait appartenu porterait désormais mon nom. Je n'avais jamais rien demandé. Je voulais juste qu'elle reste avec moi un peu plus longtemps. Le cabinet de maître Henri Duval était exactement ce qu'on pouvait attendre d'un notaire de renom. Des fauteuils en cuir, des meubles en bois massif, le genre d'endroit où rien ne pressait, pas même le deuil. La secrétaire m'a conduite jusqu'à son bureau où il m'a accueillie avec une poignée de main ferme. Pas de bavardage, juste un geste vers le fauteuil face à son bureau. « Madame Mercier ?» a-t-il dit en ouvrant un épais dossier en cuir. « Je sais que c'est une période difficile, mais nous devons passer en revue les dernières volontés de votre sœur. » J'ai hoché la tête, repliant mes mains sur mes genoux comme si j'étais de retour au catéchisme. Henri a commencé à lire le testament ligne par ligne, de ce ton sec de juriste qui dépouille l'émotion même des intentions les plus profondes. Tandis qu'il parlait, la réalité de ce que Béatrice avait fait commençait à s'imposer. La totalité de ma succession, incluant tous les biens immobiliers, actifs financiers, parts commerciales et effets personnels, je la lègue à ma sœur Hélène Mercier. La liste continuait encore et encore. Chaque propriété, chaque euro, chaque vase antique et chaque parcelle de terrain d'une valeur considérable, tout pour moi. Cela semblait irréel. Béatrice avait fait allusion à ses intentions au fil des ans, de petits commentaires autour d'un thé, des notes griffonnées dans les marges de documents qu'elle me demandait de relire. Mais l'entendre énoncer officiellement faisait trembler quelque chose de profond en moi. « Madame Mercier, comprenez-vous ce que cela signifie ?» demanda Henri en refermant le dossier. Avant que je puisse répondre, on frappa à la porte. La porte s'ouvrit en grand et le temps sembla se figer. Georges entra le premier. Mon fils aîné, approchant maintenant la cinquantaine, mais se tenant toujours avec cette même assurance arrogante. Ses épaules étaient plus larges, ses cheveux plus clairsemés, mais ce petit sourire en coin, cette inquiétude feinte masquant un intérêt calculé, n'avait pas changé d'un iota. Sophie suivait de près derrière lui. Ma fille avait l'air mince, tendue, son sourire étiré trop largement sur son visage. Et Patrick, mon Benjamin, restait en retrait dans l'embrasure de la porte comme il l'avait toujours fait, ses yeux balayant la pièce sans jamais vraiment se poser sur moi. Je ne les avais pas vus depuis 18 ans. Pas un seul coup de fil, pas une seule carte de vœux, pas même un message quand leur père était décédé. Et pourtant les voilà, apparaissant soudainement au moment précis où le testament de Béatrice était lu. « Maman !» dit Georges, comme s'il m'avait vu la veille. Je n'ai pas répondu. Je ne trouvais pas ma voix. Henri s'est levé, la surprise traversant brièvement son visage avant que son comportement professionnel ne reprenne le dessus. « Je crains que ce ne soit une réunion privée. Nous sommes de la famille, » intervint Sophie en s'avançant, sa voix mielée d'une fausse chaleur. « Nous avons appris le décès de tante Béatrice. Nous sommes venus dès que nous avons pu. » Georges hocha la tête solennellement. « Nous voulions être là pour maman dans cette période difficile. » J'ai retrouvé ma voix alors. 18 ans. Cela fait 18 ans. Patrick se tortilla, mal à l'aise, dans l'embrasure de la porte. « On sait. Maman, on... » « Madame Mercier ?» interrompit Henri. « Souhaitez-vous que je leur demande d'attendre à l'extérieur pendant que nous terminons notre affaire ?» J'ai regardé mes enfants, ces étrangers portant les visages de mes enfants, et une froideur s'est installée dans ma poitrine. « Non, ai-je dit finalement. Qu'ils restent, autant qu'ils entendent ce que Béatrice a décidé. » Henri désigna les chaises vides. « Ils se sont assis
comme si c'était leur droit, comme s'ils avaient leur place ici. Je pouvais sentir mon cœur battre jusqu'au bout de mes doigts, tandis que Sophie tendait la main vers la mienne à travers la table. Je me suis reculée sans réfléchir. Comme je le disais, continua Henri, Madame Béatrice Mercier a légué l'intégralité de sa succession à sa sœur, Hélène Mercier. Le transfert de propriété pour tous les biens et comptes a déjà été initié. Les documents n'ont plus qu'à être signés par vous, Madame Mercier. Georges s'éclaircit la gorge. Tout cela, tout revient à maman. Henri hocha la tête. C'est exact. Le sourire de Sophie vacilla. Mais nous sommes de la famille aussi. Sûrement, tante Béatrice aurait voulu nous inclure. Votre tante a été très précise dans ses volontés, répondit Henri, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Patrick prit enfin la parole. On a vu la notice nécrologique. On voulait venir plus tôt, mais il s'interrompit, son excuse restant inachevée dans l'air. Je les ai observés attentivement, me souvenant de quelque chose que Béatrice m'avait dit un jour. Quand les gens apparaissent soudainement, ce n'est jamais soudain. C'est planifié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé d'explication. Je les ai juste laissés parler. Ils ont dit qu'ils avaient changé, que la vie leur avait donné des leçons, qu'ils voulaient redevenir une famille. Ils m'ont demandé si je mangeais bien, si la maison ne me semblait pas trop grande maintenant, si j'avais besoin de quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout cela n'était pas à propos de moi. C'était à propos du testament. C'était à propos de tout ce que Béatrice avait laissé derrière elle. Après leur départ, Henri s'est tourné vers moi. « Hélène, je connaissais votre sœur depuis 30 ans. » Elle avait anticipé que cela pourrait se produire. « Vraiment ?» Ma voix sonnait lointaine, même à mes propres oreilles. « Il y a autre chose, » dit-il en faisant glisser une enveloppe sur le bureau. « Elle a laissé ceci pour vous. Elle a demandé que vous la lisiez en privé. » J'ai pris l'enveloppe, mes doigts traçant mon nom écrit de son écriture penchée si familière. « Que pensez-vous qu'ils veulent ?» ai-je demandé. L'expression d'Henri s'adoucit légèrement. « Qu'en pensez-vous » Je savais exactement ce qu'ils voulaient, et quelque chose dans leur voix me disait que ce n'était pas la dernière fois que je les verrais. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de Béatrice, mon bureau désormais, fixant l'enveloppe non ouverte. La maison craquait et s'installait autour de moi, comme le font les vieilles maisons. Il y a 19 ans, cette même maison était devenue mon sanctuaire. Je me souviens clairement de cette nuit-là. La nuit où mes enfants m'ont dit que je devais tourner la page. Cela faisait 2 ans que leur père était décédé. C'est Georges qui avait suggéré que je vende la maison familiale. Trop grande pour une personne seule, avait-il dit. Sophie pensait que je devrais emménager dans une résidence pour seniors, un endroit où je pourrais me faire des amis de mon âge. Patrick n'avait rien dit. Il avait juste fixé ses chaussures. C'est Georges qui avait finalement lâché le morceau. « Maman, on pense qu'il est temps que tu fasses tes bagages. On t'a trouvé un endroit sympa. » Pas, nous avons trouvé quelques options. Un endroit qu'ils avaient déjà décidé. Quand j'avais hésité, Sophie avait jeté une couverture pliée par terre comme si c'était une faveur. « Pour ce soir, on t'aidera à trier tout ça demain. » Je n'avais pas crié. Je n'avais pas pleuré devant eux, mais j'avais fait ce qu'ils demandaient. J'avais quitté ma propre maison avec juste un sac de voyage et une veste. J'avais marché 4 pâtés de maison dans l'obscurité jusqu'à une station-service, essayant de me rappeler qui d'autre je pouvais appeler. C'est Béatrice qui avait répondu. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait juste dit « Reste où tu es. » J'arrive. 20 minutes plus tard, sa berline noire s'était arrêtée, le moteur cliquetant comme des pièces dans un bocal. Elle avait déverrouillé la porte passager et attendu. Quand j'étais montée, elle m'avait tendu un gobelet de thé en carton et nous avait conduites jusqu'à sa maison. Cette nuit-là, j'avais dormi dans la chambre d'amis sous un édredon que Béatrice avait plié elle-même. Elle n'avait pas dit grand-chose. Elle ne le faisait jamais. Mais le lendemain matin, il y avait des œufs frais sur le comptoir et elle avait rempli le réfrigérateur avec les choses que j'aimais. Confiture de fraises, lait entier, yaourt nature. La façon silencieuse dont elle montrait qu'elle tenait à moi. J'étais restée dans cette maison et les jours s'étaient transformés en semaines, les semaines en mois. Avec chaque jour qui passait, elle ne demandait pas quand je partirais. Finalement, elle avait déplacé mes affaires de la chambre d'amis vers la chambre ouest, m'avait donné ma propre clé. Nous avions développé notre propre rythme, les promenades matinales, les listes de courses, les regards partagés à travers la table du dîner. Nous ne disions jamais le mot famille,
mais nous le comprenions toutes les deux à notre façon. Maintenant, assise dans son bureau, j'ai finalement ouvert l'enveloppe. La lettre de Béatrice n'était pas longue, juste 4 paragraphes, chaque mot choisi avec soin, comme tout ce qu'elle faisait. « Hélène, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que les vautours ont déjà commencé à tourner. Je sais que leur retour va remuer plus que de vieux sentiments. Le deuil mélangé à un amour non résolu est la tempête parfaite pour la culpabilité. » Elle me rappelait, de ce ton pratique qu'elle seule savait employer, que la culpabilité n'était pas la même chose que la confiance et que le pardon ne signifiait pas l'oubli. Je t'ai tout légué, non seulement par amour, mais par principe, parce que tu es celle qui est restée, parce que tu es celle qui a donné, même quand tu n'avais plus rien à offrir, parce que je veux que tu saches que ce que tu as fait comptait. Elle terminait par une ligne qui m'a fait marquer une pause. Tu mérites de vivre, sans toujours attendre que la prochaine porte se ferme. J'ai lu cette ligne 3 fois, parce que je savais ce qu'elle voulait dire. Pendant des années, même à l'intérieur de sa maison, j'avais vécu comme si on pouvait me demander de partir à nouveau. J'avais plié mon chagrin. J'avais marché sur la pointe des pieds dans les pièces silencieuses. J'avais traité sa générosité comme un prêt que je ne pouvais pas rembourser. Mais Béatrice avait vu clair en moi. Et maintenant qu'elle était partie, elle m'offrait encore quelque chose que je n'avais jamais pleinement accepté auparavant. Une place où appartenir. Sans condition. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans le tiroir du bureau. Puis j'ai ouvert le dossier qu'Henri m'avait donné. Il contenait des relevés bancaires, des actes de propriété, des documents d'assurance, tous maintenant à mon nom. Mes mains les parcouraient, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'étais une bibliothécaire scolaire à la retraite, pas quelqu'un destiné à posséder 6 immeubles commerciaux et des hectares de propriétés immobilières. Mais Béatrice n'avait laissé aucune lacune. Tout avait une note, un onglet, une explication. Et puis, glissée au fond, j'ai trouvé une enveloppe plus petite. Pas de nom, pas d'adresse, juste un post-it attaché qui disait « N'ouvrir que s'ils reviennent ». Elle n'était pas scellée. J'ai fait glisser la lettre et l'ai lue lentement. Elle avait été écrite 2 ans auparavant, avant son diagnostic final. Béatrice avait vu quelque chose venir même alors. Dans la lettre, elle détaillait les mesures qu'elle avait prises. Des protections juridiques, des transferts de propriété qui ne pouvaient être annulés, une clause dans ses accords commerciaux qui me nommait seule administratrice de ses fonds caritatifs. Mais ce n'était pas le contenu juridique qui m'avait ébranlée. C'était sa clairvoyance. Les gens qui abandonnent leurs parents reviennent rarement par amour, avait-elle écrit. Le regret est bruyant quand la richesse est en jeu. Ne confonds pas leurs larmes avec la vérité à moins que leurs actions n'aient changé. Ces mots n'adoucissaient pas la douleur dans ma poitrine, mais ils la stabilisaient. J'ai replacé les 2 lettres dans le dossier et les verrouillées dans le cabinet près de la cheminée. Puis j'ai fait du thé, me suis assise dans son fauteuil, mon fauteuil maintenant, et j'ai écouté l'horloge faire tic-tac. Pour la première fois depuis des jours, je me suis autorisée à respirer. Le lendemain matin, ma sonnette a retenti juste après 9 heures. Je savais qui ce serait avant même d'atteindre la porte. Sophie se tenait sur le perron, tenant un bouquet de lys. « Maman, » dit-elle en souriant, « j'ai pensé que tu aimerais peut-être des fleurs fraîches. Je ne l'ai pas invitée à entrer immédiatement. »« Comment as-tu su où j'habite ?» Son sourire vacilla légèrement. Georges l'a cherché. Ce n'était pas difficile. Bien sûr que non. La maison de Béatrice, ma maison maintenant, était l'une des propriétés les plus remarquables du quartier. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais incertaine. Je me suis écartée en silence. Sophie est entrée, ses yeux balayant le hall d'entrée. S'attardant sur l'horloge comtoise ancienne, les peintures à l'huile, le lustre en cristal, des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant, puisqu'elle n'était jamais venue en 18 ans. « C'est magnifique », dit-elle en posant les fleurs sur la console. Tante Béatrice avait un goût exquis. « En effet », ai-je acquiescé, regardant ma fille examiner la richesse autour d'elle. « Du thé ? Oh, oui, ce serait merveilleux. » Je l'ai conduite à la cuisine, le cœur de la maison, où Béatrice et moi avions passé la plupart de notre temps ensemble. Sophie s'est assise à l'îlot central pendant que je préparais le thé, ses yeux cataloguant toujours tout à l'intérieur. « Maman, » commença-t-elle prudemment, « nous voulons que tu saches que nous sommes là pour toi maintenant. Nous avons parlé,
et nous nous sentons tous terribles pour la façon dont les choses se sont, terminées entre nous. J'ai placé la tasse de thé devant elle. Les choses ne se sont pas terminées, Sophie. Toi et tes frères avez pris une décision. Vous avez choisi de me retirer de vos vies. Elle a tressailli. C'est une façon dure de présenter les choses. Y a-t-il une façon douce de décrire l'abandon? Ses doigts se sont resserrés autour de la tasse. On traversait une période difficile après la mort de papa. Votre père est mort 2 ans avant que vous fassiez mes bagages, ai-je dit calmement. Ne l'utilisons pas comme excuse. Le masque soigné de Sophie a glissé un instant, puis elle s'est ressaisie, son sourire revenant. Tu as raison. Je suis désolée. Nous avons mal géré les choses, nous tous. Mais nous voulons arranger les choses maintenant. Après 18 ans, pourquoi maintenant, Sophie? Elle a baissé les yeux vers son thé. La vie est courte et le décès de Béatrice nous a fait réaliser que... Pas son décès, l'ai-je corrigé. Son testament. Les yeux de Sophie ont brusquement rencontré les miens. C'est injuste, maman. Ah bon? Aucun de vous ne m'a contacté quand votre oncle Robert est mort il y a 5 ans. Sa notice nécrologique était dans tous les journaux locaux. Aucun de vous n'a pris de nouvelles quand j'ai eu ma chirurgie de la hanche il y a 3 ans. Mais dès que Béatrice me lègue sa succession, vous voilà tous, m'appelant à nouveau maman. Le visage de Sophie s'est empourpré. Nous avons fait des erreurs, de grosses erreurs. Mais nous voulons redevenir une famille. J'ai étudié ma fille, cette étrangère assise dans ma cuisine. J'ai cherché des traces de la petite fille qui grimpait autrefois sur mes genoux avec des livres d'images, qui m'appelait quand elle avait peur à sa première nuit chez une copine, qui tenait ma main aux funérailles de son père. Je ne pouvais pas la trouver. Il faudra gagner cela, ai-je dit finalement. La confiance ne se redonne pas automatiquement juste parce que vous avez décidé que vous la vouliez. Sophie a hoché lentement la tête, comme si elle s'était attendue à cette réponse. Bien sûr, nous comprenons, nous voulons juste une chance. Alors qu'elle partait, elle a marqué une pause à la porte. Georges et Patrick aimeraient te voir aussi. Peut-être dîner ce week-end chez Georges. J'ai hésité. J'y réfléchirai. Après son départ, je me suis assise lourdement sur le banc dans l'entrée. Ma main tremblait légèrement quand j'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro d'Henri. « Ça a commencé », lui ai-je dit quand il a répondu. Sophie était là à l'instant. « Et que voulait-elle » a-t-il demandé, bien que je soupçonnais qu'il savait déjà. Redevenir une famille. Apparemment, la mort de Béatrice leur a fait réaliser comme la vie est courte. Henri est resté silencieux un moment. « Hélène, votre sœur a été très précise pour vous protéger. Si vous le souhaitez, je peux gérer toute communication avec eux. »« Non !» ai-je dit, me surprenant moi-même par ma fermeté. « Je dois voir cela jusqu'au bout, mais j'aimerais avoir vos conseils. »« Procédez avec prudence, » dit-il, « et documentez tout. Chaque visite, chaque appel, chaque demande qu'ils font. Cela pourrait être important plus tard. » Je l'ai remercié et raccroché. Puis j'ai traversé la maison jusqu'au jardin d'hiver à l'arrière, où Béatrice et moi avions l'habitude de nous asseoir le soir. Le jardin au-delà des fenêtres commençait à fleurir. Les jonquilles poussaient à travers le sol. L'érable du Japon déployait ses délicates feuilles rouges. Béatrice avait toujours dit que les jardins enseignent la patience. Rien de ce qui vaut la peine ne pousse du jour au lendemain, m'avait-elle dit un jour. Je me suis demandé si elle parlait de plus que des plantes. J'ai sorti un carnet et ai commencé à noter chaque détail de la visite de Sophie. L'heure, ce qu'elle avait dit, ses réactions. Je ne serai plus prise au dépourvu. 2 jours plus tard, j'ai accepté de retrouver Georges pour déjeuner au Café du Pont. C'était un lieu public, un terrain neutre. Je suis arrivée en avance et ai choisi une table près de la fenêtre où je pouvais le regarder approcher. Il est entré avec 10 minutes de retard, habillé d'un costume coûteux qui semblait déplacé pour un restaurant de déjeuner décontracté. Quand il m'a vue, il a souri largement et s'est précipité vers moi. « Maman !» dit-il en se penchant pour m'embrasser sur la joue. Je me suis légèrement tournée, si bien que ses lèvres n'ont embrassé que l'air. S'il l'a remarqué, il ne l'a pas montré. « Georges !» ai-je répondu en lui faisant signe de s'asseoir. « Tu as l'air en forme ?» dit-il en m'étudiant. « Vraiment en forme. Le deuil me va bien » ai-je dit sèchement. Il a eu la décence de paraître mal à l'aise. Je ne voulais pas dire « Je sais ce que tu voulais dire » l'ai-je coupé. « Pourquoi sommes-nous ici, Georges ?» Il a soupiré, abandonnant les faux semblants. Direct comme toujours. « Ça m'a manqué chez toi. »« Vraiment ? Quoi d'autre t'a manqué en 18 ans ?» Georges s'est penché en avant, son expression sincère. « Maman,
Je sais que tu es en colère. Tu en as parfaitement le droit. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était impardonnable. Mais les gens changent. J'ai changé. La serveuse est venue et nous avons commandé. Un croque-monsieur pour lui. Une soupe pour moi. Quand elle est partie, Georges a continué. Je veux t'aider avec la succession de Béatrice. C'est beaucoup à gérer seul. Je ne suis pas seule, ai-je dit. J'ai Maître Duval. Georges a froncé les sourcils. Maman, il prend de l'âge. Tu as besoin de quelqu'un avec des idées plus fraîches, quelqu'un qui comprend les stratégies d'investissement modernes, quelqu'un comme toi. Il a souri. Eh bien, j'ai un MBA et 20 ans d'expérience en finance. Je pourrais t'aider à optimiser le portefeuille. Peut-être liquider certains des actifs les moins productifs. Quels actifs seraient ceux-là? Ai-je demandé, la curiosité prenant le dessus. Georges s'est immédiatement lancé dans une analyse détaillée des propriétés commerciales de Béatrice, suggérant 3 biens qui pourraient être vendus pour un retour sur investissement maximal. Des propriétés qui, par coïncidence, se trouvaient dans des emplacements de premier choix en centre-ville. J'ai écouté calmement, sirotant mon eau, regardant mon fils se transformer en conseiller financier sous mes yeux. Il n'avait pas demandé après ma santé, ma vie ou mes sentiments concernant la perte de Béatrice. Il n'avait mentionné aucun souvenir ni partagé aucune nouvelle personnelle. Juste des affaires. Alors, conclut-il, qu'en penses-tu? Je pourrais t'aider à tout rationaliser, rendre les choses plus gérables. Et qu'est-ce que tu retirerais de cet arrangement? Ai-je demandé. Il a cligné des yeux, pris au dépourvu par ma franchise. La satisfaction d'aider ma mère. Bien sûr, ai-je répété en écho. Pas de compensation financière. Eh bien, je veux dire, si tu voulais établir une sorte d'honoraire de consultation, ce serait ton choix. Mais ce n'est pas pour ça que je propose. Notre repas est arrivé, créant une pause bienvenue dans la conversation. J'ai remué ma soupe lentement, rassemblant mes pensées. Georges, tu te souviens de ta remise de diplôme à l'université? Son front s'est plissé. Bien sûr, c'était un grand jour. Ton père et moi t'avions offert une montre, une Rolex. Ça nous avait coûté près de 3 mois de salaire. Je m'en souviens. Je l'ai toujours. Vraiment? Parce que tu l'as mise en gage 2 semaines plus tard pour acheter une moto. Nous l'avons su quand le prêteur sur gage nous a appelés, pensant que la montre avait peut-être été volée. Le visage de Georges s'est empourpré. Maman, c'était il y a 30 ans. J'étais un gamin qui faisait des bêtises. Tu avais 22 ans, assez vieux pour savoir faire la différence, ai-je dit. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est que tu as toujours pensé être plus intelligent que tout le monde. Tu as toujours eu un angle d'approche, et maintenant tu es assis là à me dire comment gérer des actifs dont tu ignorais l'existence il y a 3 jours. J'essaie d'aider, a-t-il insisté, sa voix se tendant. Non, tu essaies de contrôler. Il y a une différence. Il a posé sa fourchette avec plus de force que nécessaire. Tu as toujours été têtu. Papa disait toujours que ce serait ta perte. Ton père disait beaucoup de choses, ai-je répondu calmement. La plupart étaient fausses. Georges m'a fixé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu as changé. Non, Georges. J'ai juste arrêté de prétendre être moins que ce que je suis pour mettre les autres à l'aise. Nous avons terminé notre repas dans un silence étrange. Quand l'addition est arrivée, il a voulu la prendre, mais j'ai posé ma carte sur le plateau en premier. Je peux me permettre de payer le déjeuner, Georges? Dehors, devant le restaurant, il a essayé une dernière fois. Maman, réfléchis au moins à ce que j'ai dit. La succession a besoin d'une gestion appropriée. Elle a une gestion appropriée, l'ai-je assuré. Moi. Son sourire s'est crispé. Sophie a mentionné un dîner ce week-end. Dimanche, chez moi. Patrick sera là aussi. J'ai réfléchi à refuser, mais la curiosité l'a emporté. À quelle heure? 18 heures. Je t'enverrai l'adresse par texto. J'ai hoché la tête. J'y serai. En le regardant s'éloigner, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de résolution. Ce n'étaient pas les retrouvailles dont j'aurais pu rêver il y a des années. C'était une négociation, une transaction. Et je n'étais plus la mère désespérée attendant l'amour de ses enfants. Cet après-midi-là, j'ai visité le centre communautaire où Béatrice avait financé un programme d'aide aux femmes en difficulté. La directrice, Maya Legrand, m'a accueilli chaleureusement. Nous nous étions croisés quelquefois lors de galas de charité, mais n'avions jamais vraiment discuté. « Madame Mercier, je suis vraiment désolée pour votre sœur, » dit-elle en me conduisant à son bureau. Elle était une incroyable soutien pour notre travail. « Merci », ai-je dit en prenant place.
Je voulais venir personnellement pour vous faire savoir que son soutien continuera. J'honore tous ses engagements caritatifs. Les yeux de Maya se sont légèrement écarquillés. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous étions inquiètes, pour être honnêtes. Ce genre de transition peut parfois signifier des changements de financement. Pas dans ce cas, l'ai-je assuré. En fait, j'aimerais en apprendre davantage sur le programme. Béatrice croyait en votre travail, ce qui signifie qu'il doit être utile. Maya a souri, tout son visage s'illuminant. Je serais ravie de vous faire visiter. Nous venons d'ouvrir notre nouveau centre de conseil le mois dernier, grâce aux dons de votre sœur. Pendant l'heure suivante, Maya m'a guidée à travers les locaux. J'ai rencontré des membres du personnel, des conseillères et quelques-unes des femmes qui avaient trouvé refuge ici. Dans la salle d'activités créatives, une jeune femme prénommée Alissa Martin animait un atelier de fabrication de bijoux. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, avec des yeux marrons chaleureux et une assurance tranquille. Alissa nous a rejointes il y a 2 ans en tant que résidente, expliqua Maya. Maintenant, elle est l'une de nos bénévoles les plus dévouées. Alissa m'a souri. Votre sœur a changé ma vie, Madame Mercier. Quand j'ai quitté mon mari avec rien d'autre que ma fille et un sac de voyage, cet endroit m'a donné plus qu'un toit. Il m'a redonné un but. Ces mots ont touché une corde profonde en moi. Je comprends ce sentiment, ai-je dit doucement. Alors que nous poursuivions la visite, Maya m'a informé de l'implication de Béatrice. Elle ne voulait jamais de reconnaissance publique. Elle fournissait juste les fonds et nous faisait confiance pour faire le travail. Mais elle vérifiait régulièrement, examinait nos programmes, s'assurait que son argent faisait vraiment une différence. Ça ressemble bien à ma sœur, ai-je dit. Minutieuse mais discrète. De retour dans le bureau de Maya, elle m'a tendu un dossier. Ce sont nos rapports trimestriels et propositions futures. Béatrice les examinait toujours personnellement. J'ai pris le dossier, soudain consciente de la responsabilité dont j'héritais. Il ne s'agissait pas seulement de propriétés et de comptes bancaires. Il s'agissait de la vie des gens, de perpétuer l'héritage d'impact discret de Béatrice. J'aurais besoin de temps pour me mettre à niveau, ai-je admis. Mais je veux être aussi impliquée que Béatrice l'était. Maya a hoché la tête. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, appelez-moi directement. Elle m'a tendu sa carte. À tout moment. Alors que je partais, Alissa m'a abordée dans le couloir. Madame Mercier, je voulais juste vous dire. Ne laissez personne vous faire sentir que vous ne méritez pas ce que votre sœur vous a laissé. Les femmes comme nous, on est plus fortes que les gens pensent. J'ai cligné des yeux, surprise par sa perspicacité. Merci, Alissa. Elle a souri. Les survivantes doivent se serrer les coudes, pas vrai? En rentrant en voiture, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pour la première fois depuis la mort de Béatrice, je ne pleurais pas seulement ce que j'avais perdu. Je commençais à voir ce qu'elle m'avait confié. Pas seulement de la richesse, mais un but, une chance de faire le genre de différence qu'elle avait faite. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai trouvé Patrick assis sur les marches du perron. Mon fils cadet, toujours le plus silencieux de mes 3 enfants, a levé les yeux à mon approche. « Maman », dit-il en se levant maladroitement, « j'espère que ça ne te dérange pas que je passe. Je l'ai étudié un moment. » Contrairement à Georges et Sophie, Patrick semblait sincèrement mal à l'aise, moins certain de son accueil. « Depuis combien de temps attends-tu » Il a haussé les épaules. « Pas longtemps. Peut-être 1 heure. » J'ai soupiré et déverrouillé la porte. « Entre, Patrick. » Il m'a suivi à l'intérieur, ses yeux découvrant la maison tout comme ceux de Sophie l'avaient fait, mais avec moins de calcul et plus d'émerveillement. « Cet endroit est incroyable, » dit-il doucement. « Oui, » ai-je acquiescé. « Du thé ?»« D'accord. » Dans la cuisine, Patrick s'est assis à la table pendant que je préparais le thé. Contrairement à ses frères et sœurs, il ne s'est pas immédiatement lancé dans la conversation ou les explications. Il a juste attendu, me regardant avec ses mêmes yeux solennels qu'il avait enfant. « Comment vas-tu, Patrick ?» ai-je demandé en posant une tasse devant lui. Il a haussé les épaules à nouveau. « Ça va, je suppose. J'enseigne le français au lycée maintenant, à Lyon. Tu as toujours aimé les livres, » ai-je dit, me souvenant du garçon calme qui lisait pendant des heures dans sa chambre. Un petit sourire a touché ses lèvres. « Ouais, toujours. » Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant notre thé. « Maman, » dit-il finalement, « je suis désolé. » Pour tout. La simplicité de ses excuses m'a prise au dépourvu. Pas de justification, pas d'excuse. « Pourquoi n'as-tu jamais appelé ?» ai-je demandé.
18 ans, Patrick. Il a fixé sa tasse. J'ai voulu le faire tellement de fois. Mais après ce qui s'était passé, après qu'on ait tous décidé, c'est devenu de plus en plus difficile de décrocher le téléphone. Et puis, les années ont passé et ça semblait impossible. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est soudainement possible. Il a grimacé. Je sais de quoi ça a l'air. Georges et Sophie. Ils ont leur raison de revenir maintenant. Mais moi, je voulais juste te revoir. J'ai étudié mon plus jeune fils, essayant de séparer la vérité de la manipulation. Patrick avait toujours été le suiveur parmi mes enfants, facilement influencé par ses aînés. Avait-il pu changer, ou était-ce juste un autre angle d'approche? Que veulent Georges et Sophie? Ai-je demandé directement. Les yeux de Patrick ont rencontré les miens brièvement, puis se sont détournés. Ils s'inquiètent pour la succession, pour sa gestion. Inquiets pour moi ou pour eux-mêmes? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était une réponse en soi. Il pense que la famille devrait veiller sur la famille, dit-il finalement. Un moment intéressant pour cette croyance. Patrick a eu la décence de paraître honteux. Je sais que c'est compliqué. Non, Patrick, c'est en fait très simple. Vous m'avez tous abandonné quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. Maintenant que Béatrice m'a laissé sa succession, vous vous êtes soudainement souvenu que j'existe. Ce n'était pas comme ça, protesta-t-il faiblement. Alors c'était comment? Explique-moi. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne peux pas, admit-il. Pas d'une manière qui rendrait les choses acceptables. Au moins, il était honnête sur ce point. J'ai senti une lueur, pas de pardon, mais peut-être un début de compréhension. Georges a mentionné un dîner dimanche, ai-je dit. Patrick a hoché la tête. Il veut qu'on soit tous ensemble, comme une réunion de famille. Et que veux-tu, toi, Patrick? La question sembla le surprendre. Moi? Je ne sais pas. Une chance de te connaître à nouveau, je suppose. C'était la chose la plus sincère qu'aucun de mes enfants m'avait dite depuis leur retour. J'ai décidé de lui donner quelque chose en retour. Je serai là dimanche, ai-je dit. Mais j'y vais les yeux ouverts. Tu devrais le savoir. Patrick a hoché la tête lentement. C'est juste. Il a hésité, puis a ajouté « Maman, pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée. » Après son départ, je suis restée assise seule dans la cuisine, retournant notre conversation dans ma tête. Le remords de Patrick était-il sincère, ou était-il juste le côté plus doux d'un effort coordonné? J'ai repensé à l'avertissement de Béatrice. Ne confonds pas leurs larmes avec la vérité, à moins que leurs actions n'aient changé. La question était, les actions de Patrick avaient-elles changé? Ou était-il toujours le même suiveur, jouant son rôle dans un script familial? Le dîner de dimanche m'en dirait plus. Pour l'instant, j'ai ajouté des notes sur la visite de Patrick à ma documentation croissante. Si rien d'autre, je serai préparée. Le dîner de dimanche chez Georges se profilait devant moi comme un orage à l'horizon. J'ai passé le samedi à me préparer mentalement, revisitant des souvenirs que j'avais enfermés il y a des années. Les bons, les fêtes d'anniversaire, les spectacles scolaires, les soirées tranquilles à lire ensemble, faisaient plus mal que les mauvais. Ils me rappelaient ce qui avait été perdu. Je me suis habillée soigneusement ce soir-là, choisissant une robe bleu marine simple mais élégante et les boucles d'oreilles en perles que Béatrice m'avait offertes pour mes 60 ans. Pas pour impressionner mes enfants, mais pour me rappeler que je n'étais plus la femme brisée qu'ils avaient jetée. La maison de Georges était exactement ce à quoi je m'attendais. Un vaste pavillon de banlieue avec des pelouses manucurées et un garage pour 3 voitures. Le genre de maison qui criait le succès aux voisins et aux passants. J'ai garé ma modeste Clio derrière la BMW de Sophie et ai pris une grande inspiration avant de sonner. Georges a répondu immédiatement, comme s'il avait attendu près de la porte. « Maman !» dit-il chaleureusement en me faisant entrer. « Je suis si content que tu aies pu venir. » L'entrée s'ouvrait sur un vaste salon avec des plafonds cathédrales et des baies vitrées du sol au plafond. Sophie était déjà là, perchée sur un canapé couleur crème, un verre de vin à la main. Patrick se tenait près de la cheminée, l'air mal à l'aise dans une chemise boutonnée qui semblait une taille trop grande. « Hélène !» dit Sophie en se levant pour m'accueillir. Le passage de maman à mon prénom n'a pas échappé à mon attention. « Tu es ravissante. »« Merci !» ai-je répondu en acceptant le verre de vin que Georges m'offrait. « Belle maison. »« Viens, laisse-moi te faire le tour !» dit Georges en posant sa main sur mon coude. Je l'ai laissé me guider à travers la maison, écoutant tandis qu'il désignait des œuvres d'art coûteuses et des finitions sur mesure. C'était moins une maison qu'une vitrine,
conçu pour impressionner plutôt que pour réconforter. « Et voici mon bureau !» dit-il en ouvrant des doubles portes pour révéler une pièce lambrissée de bois avec un bureau massif. C'est là que la magie opère. J'ai hoché poliment la tête, notant les diplômes encadrés et les récompenses couvrant un mur. Mon fils avait toujours eu besoin de validation extérieure. « George !» Une voix de femme appela depuis le couloir. « Le dîner est prêt. »« Ah, parfait timing. » George a souri. « Maman, tu te souviens de Rachel ?» Ma femme. Je n'avais pas vu ma belle-fille depuis avant la rupture. Elle venait d'épouser George, alors. Une brune élancée aux yeux ambitieux. Maintenant, elle approchait avec un sourire étudié, paraissant remarquablement inchangée, excepté les signes subtils de travaux cosmétiques coûteux. « Hélène, » dit-elle en m'embrassant sur la joue à distance. « Ça fait trop longtemps. »« 18 ans, » ai-je répondu d'un ton égal. Un éclair d'inconfort traversa son visage avant qu'elle ne se reprenne. « Eh bien, nous sommes tous réunis maintenant. C'est ce qui compte. » Le dîner fut servi dans une salle à manger formelle qui semblait rarement utilisée. La table était dressée avec de la porcelaine fine et du cristal qui brillait sous un lustre. Le mari de Sophie, Michel, nous a rejoints, me saluant d'une poignée de main qui dura une demi-seconde. Patrick était assis seul. « Il avait divorcé il y a 5 ans. » expliqua-t-il brièvement quand j'ai demandé. Le premier service était une salade délicate avec des ingrédients que je ne pouvais pas prononcer. La conversation resta superficielle, centrée sur des sujets sûrs comme le temps et les événements locaux. Personne ne mentionna les 18 années passées, ni la succession de Béatrice. Ce n'est qu'au dessert, une tarte aux framboises qui était plus décoration que substance, que Georges s'éclaircit la gorge et posa sa serviette à côté de son assiette. « Maman, nous voulions te parler de quelque chose d'important. »« Ça y est, » ai-je pensé en posant ma fourchette. « Nous avons réfléchi à la succession de tante Béatrice, » continua-t-il, sa voix glissant vers ce que je reconnaissais comme son ton d'affaires. « C'est beaucoup pour une seule personne à gérer, surtout quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience avec ce niveau de richesse. » Sophie hocha la tête en signe d'accord. « Nous sommes inquiets pour toi, maman. Le stress, la responsabilité. C'est beaucoup à gérer à ton âge. »« Mon âge !» ai-je fait écho en haussant un sourcil. « Tu sais ce que Sophie veut dire ?» intervint Rachel en douceur. « Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expertise. Georges a une expérience significative en gestion financière. Il pourrait t'aider à tout rationaliser, rendre les choses plus efficaces. » « Et qu'est-ce que cela impliquerait exactement ?» ai-je demandé en regardant directement Georges. Il a souri, clairement préparé pour cette question. J'ai travaillé sur une proposition en fait. Il a sorti plusieurs pages glacées d'un dossier à côté de lui. Une fiducie familiale serait l'approche la plus sensée. Nous pourrions consolider tous les actifs sous un seul parapluie avec une gestion professionnelle, moi-même et une équipe que j'ai sélectionnée, gérant les décisions au quotidien. Et qui contrôlerait cette fiducie ? ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Eh bien, toi, bien sûr, dit Georges, avec la famille comme co-administrateur pour la planification successorale. J'ai pris la proposition, mais ne l'ai pas ouverte. Donc, au lieu d'honorer les souhaits explicites de Béatrice de me léguer tout, vous voulez placer sa succession dans une fiducie contrôlée par les personnes mêmes qu'elle a délibérément exclues de son testament. Le silence tomba sur la table. Le sourire de Sophie se figea. Michel devint soudainement très intéressé par son verre d'eau. Les yeux de Rachel se tournèrent vers Georges, attendant qu'il réponde. « Maman !» dit Georges, sa voix se durcissant légèrement. « Tu présentes ça comme si c'était malhonnête. » Il s'agit de protéger les actifs familiaux et de s'assurer qu'ils sont correctement gérés. « Non !» ai-je corrigé. « Il s'agit de vous essayant de contrôler ce qui ne vous appartient pas. »« Nous sommes de la famille !» insista Sophie. « La famille veille les uns sur les autres. »« Depuis quand ?» ai-je demandé calmement. « Où était cette préoccupation familiale quand vous avez mis mes affaires dans des sacs poubelles ? Où était-elle pendant les fêtes et les anniversaires pendant 18 ans ? Où était-elle quand j'ai eu ma chirurgie de la hanche et que j'avais besoin d'aide pour ma convalescence ? » Patrick fixait son assiette, silencieux comme toujours. « Le passé est le passé, » dit Georges avec dédain. « Nous essayons d'avancer. »« Avancer. Pour qui ?» ai-je demandé. « Pour moi ou pour vous-même ?» Rachel rit nerveusement. « Hélène, je pense que tu te méprends. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour tout le monde. »« Je pense que je comprends parfaitement, » ai-je dit en me levant de ma chaise. « Merci pour le dîner. C'était instructif. »
Maman, ne sois pas mélodramatique, soupira Sophie. Assieds-toi. Discutons-en raisonnablement. Je suis raisonnable, ai-je répondu en prenant mon sac à main. Je décline votre proposition. Béatrice a légué sa succession à moi. Pas à une fiducie familiale, pas à des co-administrateurs, et certainement pas à une équipe de gestion sélectionnée par Georges. Le visage de Georges s'empourpra. Tu fais une erreur. Sans gestion appropriée, tu pourrais tout perdre. Je préférerais tout perdre plutôt que de trahir les souhaits de ma sœur, ai-je dit. Bonne nuit. Patrick s'est soudainement levé. Je te raccompagne. Dehors, l'air de la nuit était frais contre mon visage échauffé. Patrick se tenait maladroitement à côté de moi, tandis que je cherchais mes clés de voiture à tâtons. Je suis désolé pour ça, dit-il finalement. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Qu'espérais-tu, Patrick? Ai-je demandé en me tournant vers lui. Pensais-tu que j'allais juste tout remettre à Georges? Il a secoué la tête. Non, je ne sais pas. Je suppose que je pensais qu'on pourrait commencer à arranger les choses. Arranger les choses? Ai-je répété. Ce dîner n'était pas pour réparer notre relation. C'était pour prendre le contrôle de la succession de Béatrice. Patrick passa une main dans ses cheveux. Un geste si familier qu'il me fit mal au cœur. Il faisait ça quand il était petit, quand il était nerveux ou tiraillé. Georges et Sophie, ils ont leur propre motivation, admit-il. Mais moi, je veux vraiment renouer, maman. Pas à cause de l'argent. Je l'ai étudié dans la faible lumière du porche. Alors prouve-le. Viens me voir sans eux. Parle-moi de ta vie, pas de fiducie et de gestion d'actifs. Montre-moi par des actes, pas des paroles. Il a hoché la tête lentement. Je le ferai. Je te le promets. En rentrant chez moi en voiture, j'ai rejoué la soirée dans ma tête. Leur stratégie était claire maintenant. Utiliser le sentiment familial comme levier pour prendre le contrôle de la succession. Georges mènerait avec son expertise commerciale. Sophie ferait appel aux émotions et Patrick servirait de pont sympathique. Bien coordonné et soigneusement planifié. Mais il m'avait sous-estimé. Ou peut-être me voyaient-ils toujours comme la mère désespérée qu'ils avaient jetée, reconnaissante pour la moindre miette d'attention. Je n'étais plus cette femme. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Henri. « Hélène, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » l'ai-je assuré en sirotant mon thé du matin dans le jardin. « Que puis-je faire pour vous ?»« J'ai reçu des informations préoccupantes, » dit-il, sa voix inhabituellement tendue. « Un confrère m'a mentionné que votre fils Georges a pris contact avec le cabinet Caldwell et Associés. Le cabinet d'avocats. Oui, ils sont spécialisés dans la contestation de testaments et de fiducie. Georges aurait apparemment eu une consultation préliminaire avec l'un de leurs associés la semaine dernière. Un froid s'est installé dans mon estomac. Il cherche des moyens de contester le testament de Béatrice. Il semblerait, confirma Henri. Je voulais que vous soyez au courant. Béatrice a été extrêmement minutieuse dans la planification de sa succession spécifiquement pour prévenir ce genre de contestation. Mais vous devriez être préparé. Sur quel motif pourrait-il possiblement s'appuyer? Ai-je demandé. Les approches les plus courantes seraient de prétendre une influence indue, suggérant que Béatrice a été manipulée, ou de remettre en question sa capacité mentale au moment où elle a rédigé le testament. L'idée même me rendait furieuse. Béatrice était vive comme un tac jusqu'à la toute fin. N'importe qui la connaissant témoignerait de cela. « Je suis entièrement d'accord, » dit Henri. Mais Georges n'a pas besoin de gagner un procès. Il a juste besoin de créer suffisamment de complications juridiques pour vous pousser à un règlement à l'amiable. Après avoir raccroché, je suis restée immobile, regardant un colibri volter parmi les fuchsias. La trahison n'aurait pas dû me surprendre. Pourtant, elle m'a surprise. Pas le fait en lui-même, mais la nature calculée, la froide détermination à prendre ce qui ne leur appartenait pas. J'ai repris mon téléphone et composé le numéro que j'avais gardé de ma visite au foyer pour femmes. Maya Legrand à l'appareil. « Maya, c'est Hélène Mercier. Je me demandais si vous pourriez m'aider avec quelque chose. » 2 heures plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maya, expliquant la situation. Elle a écouté attentivement, son visage devenant de plus en plus préoccupé. « Donc, ils prévoient de contester le testament ?» demanda-t-elle quand j'eus terminé. « Il semblerait, ai-je confirmé. Henri pense qu'ils essaieront de prétendre que Béatrice était soit incompétente, soit manipulée par moi. » Maya secoua la tête. Quiconque connaissait Béatrice saurait que c'est absurde. Elle était l'une des femmes les plus vives et les plus indépendantes que j'ai jamais rencontrées. Exactement. C'est pourquoi j'ai besoin de rassembler des preuves de son acuité mentale
pendant les dernières années de sa vie. Des gens qui ont interagi avec elle professionnellement et qui peuvent témoigner de sa clarté de pensée. « Je peux certainement vous aider avec ça », dit Maya en sortant un carnet. Béatrice était activement impliquée dans notre planification de programme jusqu'à ces derniers mois. Nous avons des comptes rendus de réunions, des courriels, des propositions de projets qu'elle a revus et amendés, tout montrant son attention minutieuse aux détails et sa pensée claire. « Ce serait extrêmement utile », ai-je dit avec gratitude. « Il y a autre chose », ajouta Maya en hésitant légèrement. Lors d'une de nos dernières réunions, Béatrice a mentionné qu'elle était préoccupée par d'éventuelles contestations de son testament. Elle a dit qu'elle avait parlé avec une certaine professeure Dubois qui avait des informations sur votre fils. Je me suis redressée sur ma chaise. Éléonore Dubois, l'ancienne professeure de Georges. Maya hocha la tête. C'est le nom. Elle n'a pas élaboré, mais elle semblait penser que le témoignage de cette femme pourrait être important s'il y avait des problèmes après son décès. Un souvenir a refait surface. Georges, pendant ses années d'université, des problèmes avec un mémoire, une réunion avec une professeure au visage sévère. J'avais balayé ça à l'époque comme un malentendu, mais maintenant je me demandais s'il n'y avait pas plus dans cette histoire. « Avez-vous les coordonnées de la professeure Dubois ?» ai-je demandé. Maya secoua la tête. « Non, mais Béatrice pourrait les avoir laissées quelque part dans ses archives. » De retour chez moi, j'ai commencé une recherche systématique dans les papiers de Béatrice. Ma sœur avait été méticuleuse dans sa documentation, classant tout dans des dossiers clairement étiquetés. Dans son bureau à domicile, j'ai trouvé un classeur dédié aux affaires personnelles, organisé par année. Dans un dossier marqué 2022, j'ai découvert une note manuscrite avec un nom et un numéro de téléphone. Éléonore Dubois. Concernant George Taylor, documentation sur la malhonnêteté académique. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai composé le numéro. Après 3 sonneries, une voix nette répondit. Éléonore Dubois à l'appareil. « Professeur Dubois, je m'appelle Hélène Mercier. Je suis la sœur de Béatrice Mercier. » Une pause. « Madame Mercier. »« Oui, j'attendais votre appel. » J'ai été désolée d'apprendre le décès de Béatrice. « Merci, » ai-je dit, surprise par sa réponse. « Vous attendiez mon appel ? Votre sœur a mentionné que vous pourriez avoir besoin de me contacter un jour. Elle n'a pas précisé quand, ni pourquoi, mais elle a suggéré que cela pourrait concerner votre fils, Georges. « Oui, » ai-je admis. « Il semble que Georges prévoit de contester le testament de ma sœur. Je crois comprendre que vous pourriez avoir des informations à son sujet qui pourraient être pertinentes. »« En effet, » confirma-t-elle, son ton devenant professionnel. « J'ai enseigné à Georges lors de sa dernière année à l'université. Il y a eu un incident, plusieurs incidents en fait, impliquant de la malhonnêteté académique, du plagiat, des recherches falsifiées et peut-être le plus grave, de la manipulation d'autres étudiants pour obtenir leur travail. » J'ai fermé les yeux brièvement. Je me souviens d'un problème avec un mémoire, mais il avait dit que c'était un malentendu. C'était bien plus qu'un malentendu, Madame Mercier. C'était un schéma de tromperie délibéré. J'ai tout documenté minutieusement, comme c'est ma pratique. Georges a failli être expulsé, mais a finalement reçu une sanction moindre après que votre défunt mari soit intervenu auprès du doyen. Mon mari ne m'avait jamais mentionné cette intervention. Un autre secret gardé, une autre vérité cachée. Professeur Dubois, seriez-vous disposé à fournir une déclaration sur ces incidents? Cela pourrait être important si Georges tente de contester le testament de ma sœur. Oui, dit-elle sans hésitation. En fait, votre sœur m'a posé la même question il y a 2 ans. J'ai déjà préparé un compte rendu détaillé avec les documents justificatifs. Je peux vous l'envoyer immédiatement. Béatrice vous a contacté il y a 2 ans? Ai-je demandé, stupéfaite. Oui. Elle était très minutieuse dans ses préparatifs. Madame Mercier, elle voulait s'assurer que vous auriez toutes les protections possibles, si certaines situations survenaient après son décès. Une fois de plus, Béatrice avait anticipé les problèmes et s'y était préparée discrètement. Même depuis l'au-delà, elle me protégeait. Merci, professeur Dubois. J'apprécierais vraiment de recevoir cette documentation. Bien sûr. Et Madame Mercier, votre sœur parlait très bien de vous. Elle croyait en votre force, même si vous en doutiez parfois vous-même. Après avoir raccroché, je me suis assise au bureau de Béatrice, mon bureau maintenant, et j'ai laissé une seule larme couler. Toutes ces années tranquilles à vivre aux côtés de ma sœur, je n'avais jamais pleinement compris à quel point elle tenait à moi,
avec quelle férocité elle était déterminée à me protéger, même après son départ. Le jour suivant, une épaisse enveloppe est arrivée de la professeure Dubois. À l'intérieur se trouvait un compte rendu détaillé de l'inconduite académique de Georges, avec des copies de mémoires plagiées, de la correspondance avec d'autres étudiants concernés, et les procédures disciplinaires de l'université. Cela dépeignait un jeune homme prêt à mentir, tricher et manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. Un schéma qui apparemment continuait dans sa vie d'adulte. J'ai classé les documents soigneusement aux côtés de ma collection grandissante de preuves. Pas par vengeance, mais pour me protéger. Si Georges était déterminé à traîner le nom et la capacité mentale de Béatrice dans la boue pour son propre profit, je serais préparée à défendre à la fois sa mémoire et moi-même. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message texte de Patrick. « On peut se voir? Juste nous deux. Café demain? » J'ai répondu avec une heure et un lieu. Un petit café près du centre communautaire. Public mais assez calme pour une conversation. Patrick était déjà là quand je suis arrivée, assis à une table dans un coin avec 2 tasses de café. Il s'est levé maladroitement à mon approche. « J'ai commandé pour toi, » dit-il. « Noir avec un sucre, c'est ça? » Le fait qu'il se souvienne d'un si petit détail après 18 ans m'a prise au dépourvu. « Oui, c'est ça. Merci. » Il a hoché la tête, clairement content, et nous nous sommes tous deux assis. Alors, ai-je commencé? « Tu voulais parler? » Patrick tripotait sa serviette. « Oui, à propos d'hier soir. » Georges était déplacé. Georges était Georges, ai-je dit. Il a toujours cru qu'il savait mieux. « Il prévoit de contester le testament, » dit Patrick doucement, les yeux fixés sur son café. « Il a rencontré des avocats, je sais. » Sa tête s'est relevée brusquement. « Tu sais? Je ne suis pas aussi naïve que vous semblez tous le penser, Patrick. J'ai vécu toute une vie dans les 18 ans où vous étiez absent. Il a eu la grâce de paraître honteux. Je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai dit qu'on devrait respecter les souhaits de tante Béatrice. Et qu'est-ce qu'il a dit à ça? » La bouche de Patrick se tordit. Il a dit que j'étais sentimentale, que c'est du business, pas personnel. Intenter une action en justice contre sa propre mère est très personnel, ai-je fait remarquer. « Je sais, » soupira-t-il. J'ai essayé de le dissuader, Sophie aussi. Mais ils sont déterminés. Et pourtant tu es toujours aligné avec eux, ai-je observé. Tu es ici, mais tu n'as pas rompu les rangs. Il avait l'air sincèrement peiné. C'est compliqué, maman. Georges il a toujours été celui qui commande depuis que papa est mort. Même avant ça, tu as 52 ans, Patrick. Pas un enfant qui suit son grand frère. Je sais, répéta-t-il, sa voix plus petite. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Des connexions, de l'histoire. Alors aide-moi à comprendre, l'ai-je défié. Quelle emprise Georges a-t-il sur toi qui vaut la peine de trahir ta propre mère? Patrick est resté silencieux, fixant ses mains. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Quand on t'a fait partir, ce n'était pas juste parce qu'on pensait que tu serais mieux ailleurs. Georges avait des raisons financières. Quelles raisons financières? L'assurance vie de papa et la maison. Il y avait des complications avec le testament. Georges a trouvé un moyen d'accéder à tout si tu n'habitais plus là. Une compréhension froide m'a envahi. Donc, vous ne m'avez pas seulement abandonné. Vous m'avez volé. Patrick a grimacé. Je ne connaissais pas les détails à l'époque. Je te jure! Georges disait juste que ce serait mieux pour tout le monde si tu tournais la page. Tu recommencerais à zéro. Au début, il présentait ça comme temporaire. Au moment où tu as réalisé que tu avais aidé à voler ta propre mère, ai-je terminé pour lui. Ses yeux, quand ils ont finalement rencontré les miens, étaient remplis d'une angoisse sincère. Je voulais réparer ça depuis des années, mais je ne savais pas comment. Et puis plus de temps passait, et ça semblait impossible. Et maintenant, que veux-tu maintenant, Patrick? Une chance de me racheter, dit-il. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux essayer d'être meilleur maintenant. Je peux tenir tête à Georges. Tu peux? Ai-je demandé. Parce que de là où je suis assise, tu es toujours pris dans sa toile. Tu me dis ce qu'il prévoit tout en participant encore à ses combines. J'essaie, insista-t-il. Venir te voir aujourd'hui. Il n'est pas au courant. Il n'approuverait pas. Un petit acte de rébellion, alors. Peut-être le premier pas vers quelque chose de plus. Patrick, j'apprécie que tu me préviennes, mais si tu veux vraiment te racheter, tu dois décider où tu te situes. Pas à mi-chemin entre tes frères et sœurs et moi, mais fermement du côté de ce qui est juste. Il a hoché la tête lentement. Je sais. J'essaye de comprendre ça. Alors que nous nous séparions, il a hésité,
puis a demandé « Tu me laisseras venir te voir à nouveau ?» Juste pour parler, pas de la succession ou de tout ça. Juste pour qu'on apprenne à se connaître à nouveau? Malgré tout, j'ai senti un petit adoucissement dans mon cœur. Oui, Patrick, j'aimerais ça. La notification juridique est arrivée 3 jours plus tard. Formelle, froide et dévastatrice. Malgré ma préparation, Georges avait déposé une requête demandant une évaluation de ma capacité mentale, invoquant des inquiétudes sur mon aptitude à gérer des affaires financières complexes et suggérant que je pourrais être vulnérable à une influence indue suite au décès de Béatrice. Mes mains tremblaient en lisant le document. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était une tentative de me déclarer incapable, de me dépouiller de mon autonomie, le tout sous le couvert de la protection. J'ai appelé Henri immédiatement. « Je viens de la recevoir », dit-il avant que je puisse parler. « Hélène, je veux que vous sachiez que c'est une tactique courante dans ces situations. Cela ne reflète pas la réalité, seulement le désespoir. Il essaie de me faire déclarer incapable, ai-je dit, ma voix serrée de colère. Mon propre fils. Il essaie de vous mettre la pression, corrigea Henri. C'est une question de levier, pas de votre capacité réelle. Quiconque passe 5 minutes avec vous sait que vous êtes plus vive que la plupart des gens de la moitié de votre âge. Que faisons-nous maintenant? Nous nous battons, dit Henri simplement. J'ai déjà contacté Maître Lefebvre. Il est spécialisé dans ces affaires et a un excellent palmarès. Il vous représentera à l'audience. Il y aura une audience. L'idée de m'asseoir dans une salle d'audience pour être évaluée comme une enfant me retournait l'estomac. Oui, mais c'est généralement informel. Vous rencontrerez un juge et possiblement un expert désigné par le tribunal. Maître Lefebvre vous guidera à chaque étape. Après avoir raccroché, je me suis assise lourdement sur le banc de l'entrée. Le document juridique était toujours serré dans ma main. Une vague d'émotions m'a submergée. Colère, blessure, trahison. Et sous tout cela, une tristesse profonde et lancinante. Comment en était-on arrivé là? Comment les enfants que j'avais élevés, aimés et pour qui j'avais sacrifié étaient-ils devenus si tordus par l'avidité qu'ils remettraient publiquement en question ma santé mentale? Je me suis accordé 10 minutes de chagrin. 10 minutes pour ressentir tout le poids de cette trahison. Puis j'ai redressé les épaules, séché mes yeux et commencé à planifier. Mon premier appel fut pour Maya. Elle a écouté dans un silence choqué tandis que j'expliquais la situation, puis a immédiatement offert le soutien du centre. « Nous témoignerons tous de votre capacité », m'assura-t-elle. Chaque membre du personnel qui a travaillé avec vous sur les projets du foyer peut parler de votre pensée claire et de votre excellent jugement. Ensuite, j'ai contacté Éléonore Dubois, qui était tout aussi solidaire. « C'est précisément pour cela que votre sœur m'a demandé de tout documenter, » dit-elle. Elle avait anticipé que Georges pourrait tenter quelque chose comme ça. En fin de journée, j'avais parlé à mon médecin, mon conseiller financier et plusieurs amis qui me connaissaient depuis des décennies. Toutes étaient outrées en mon nom et désireuses d'aider. Le jour suivant, j'ai rencontré Maître Lefebvre, un homme grand et mince aux yeux perçants et à la manière délibérément apaisante. Henri l'avait informé en détail et il arrivait avec une stratégie complète déjà formulée. « Madame Mercier, ce type de requête réussit rarement quand le défendeur est clairement compétent, comme vous l'êtes, » expliqua-t-il. Cependant, nous devons aborder cela systématiquement pour nous assurer que le juge la rejette rapidement et de manière décisive. « Qu'est-ce que cela implique ?» ai-je demandé. « Premièrement, j'aimerais que vous passiez une évaluation cognitive volontaire avec une spécialiste en gériatrie de notre choix. Cela établira des preuves de base de votre capacité avant même que le tribunal nomme son propre expert. » J'ai hoché la tête. Tout ce qu'il faut. Deuxièmement, nous rassemblerons des attestations de diverses personnes dans votre vie, des contacts professionnels, des amis, des prestataires médicaux, attestant de votre acuité mentale et de vos capacités de prise de décision. Déjà en cours, ai-je confirmé. Maître Lefebvre a souri avec appréciation. Excellent. Troisièmement, nous documenterons votre implication active dans la gestion de vos affaires depuis que vous avez hérité de la succession de votre sœur. Les comptes rendus de réunion, la correspondance avec les conseillers financiers, les décisions que vous avez prises, tout cela aide à dresser un portrait de compétence. Et concernant les motivations de Georges, ai-je demandé. Le fait qu'il ne fait cela que pour prendre le contrôle de la succession de Béatrice? L'expression de Maître Lefebvre devint sérieuse.
C'est là que nous devons être stratégiques. Exposer ses motivations est important, mais nous devons le faire avec précaution. Si nous semblons attaquer votre fils, cela pourrait créer de la sympathie pour lui. Au lieu de cela, nous laisserons les faits parler d'eux-mêmes. Sa réapparition soudaine après 18 ans d'absence, son focus immédiat sur la succession plutôt que sur renouer avec vous, et son historique d'éthique douteuse. L'évaluation avec la spécialiste en gériatrie, le docteur Lefebvre, était programmée pour la semaine suivante. Je l'ai abordée avec un mélange de détermination et d'indignation. L'idée même que je devais prouver ma compétence pour garder ce qui m'appartenait de droit était révoltante. Le docteur Lefebvre, une femme au visage bienveillant dans la soixantaine, sembla percevoir mes sentiments. « Madame Mercier, je comprends à quel point ce processus doit vous sembler insultant, » dit-elle alors que nous commencions. Mais essayez de voir cela comme une opportunité de créer un dossier irréfutable de vos capacités. L'évaluation fut minutieuse. Test de mémoire, exercice de résolution de problèmes, évaluation de littératie financière et questions approfondies sur ma vie quotidienne et ma prise de décision. À la fin, le docteur Lefebvre souriait. « Madame Mercier, je fais ces évaluations depuis 30 ans. Vous venez d'obtenir un score dans le percentile supérieur pour les fonctions cognitives de votre groupe d'âge. En fait, vous avez surpassé beaucoup de personnes de plusieurs décennies plus jeunes. »« Merci, » ai-je dit, ressentant un étrange mélange de fierté et de ressentiment persistant qu'une telle preuve soit nécessaire. « Je vais préparer mon rapport immédiatement, » m'assura-t-elle. « Le tribunal n'aura aucun motif pour remettre en question votre capacité. » En quittant l'évaluation, j'ai trouvé Patrick qui attendait dans le hall d'entrée, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. « Patrick, que fais-tu ici ?» Il a levé les yeux, surpris. « Maman, J'ai entendu parler de la requête. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Comment savais-tu que je serais ici? J'ai appelé chez toi. Quand tu n'as pas répondu, j'ai essayé le cabinet de Maître Duval. Son assistante a mentionné que tu avais un rendez-vous avec le docteur Lefebvre. Je l'ai étudié attentivement. Georges, sait-il que tu es ici? Patrick secoua la tête. Non, il serait furieux. Il hésita, puis ajouta d'une voix plus basse. Je lui ai dit que je ne soutiendrais pas la requête. Je ne témoignerai pas contre toi. C'était une petite prise de position, mais significative venant de Patrick, qui avait toujours suivi la direction de Georges. Merci, ai-je dit simplement. Est-ce que je peux t'inviter à déjeuner? Demanda-t-il avec hésitation. Juste pour parler. J'ai envisagé de refuser, toujours méfiante de ses motivations. Mais quelque chose dans son expression, cette vulnérabilité, cette préoccupation sincère, m'a fait hocher la tête. D'accord. Il y a un café au coin de la rue. Autour de soupes et de sandwichs, Patrick s'est ouvert plus qu'il ne l'avait fait lors de nos rencontres précédentes. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, admit-il, sur le fait de devoir décider où je me situe. Et tu as raison. J'ai passé toute ma vie à laisser Georges prendre les décisions. À suivre parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Pourquoi est-ce ainsi, Patrick? Qu'est-ce qui rend Georges si intimidant pour toi? Il fixe sa soupe. Il a toujours été si sûr de tout depuis qu'on était gamin. Papa renforçait ça aussi. Georges était l'enfant en or, celui avec tout le potentiel. Moi, j'étais juste là. Cela me faisait mal d'entendre cette perspective sur leur enfance. Avais-je manqué les dynamiques entre mes enfants? Avais-je permis à mon aîné d'éclipser mon cadet? Ton père et moi avons toujours été fiers de toi, ai-je dit doucement. Ta sensibilité, ton amour des livres, ta nature douce, c'étaient des forces, pas des faiblesses. Patrick sourit tristement. Peut-être, mais dans notre famille, c'est le genre de force de Georges qui comptait. Il marqua une pause, puis ajouta. Je suis désolé pour la requête, maman. C'est mal. J'ai dit à Georges que je n'en ferais pas partie. Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Il a dit que j'étais faible, que je ne pouvais jamais prendre les décisions difficiles. Le sourire de Patrick devint amer. Peut-être qu'il a raison sur ce point, mais pas cette fois. Alors que nous nous séparions, Patrick m'a surprise en me serrant brièvement dans ses bras. « Je vais arranger les choses », murmura-t-il, d'une façon ou d'une autre. Je l'ai regardé s'éloigner. Un mélange d'espoir et de prudence dans le cœur. Patrick semblait sincère, mais il m'avait déçu avant. Seul le temps dirait si son nouveau courage tiendrait face à l'influence de Georges. L'audience était programmée pour le lundi suivant au tribunal de grande instance. Le week-end d'avant, j'ai à peine dormi, répétant des réponses à des questions potentielles,
révisant la documentation que maître Lefebvre avait préparée et essayant de calmer l'anxiété qui me rongeait l'estomac. Dimanche soir, j'ai reçu une visiteuse inattendue. Maya est arrivée avec un dossier sous le bras et de la détermination dans les yeux. « J'espère que je ne dérange pas », dit-elle quand j'ai ouvert la porte. « Mais je voulais vous remettre ceci en personne. » Le dossier contenait des attestations de 12 femmes différentes associées au foyer, du personnel, des bénévoles, et même certaines des résidentes qui avaient travaillé avec moi sur des projets récents. « Tout le monde voulait vous soutenir », expliqua Maya. Ces déclarations détaillent votre implication dans le développement des programmes, votre prise de décision claire et votre leadership réfléchi depuis que vous avez repris le rôle de Béatrice. Personne qui lit cela ne pourrait remettre en question votre capacité. Les larmes me montèrent aux yeux. Maya, je ne sais pas quoi dire. Elle sourit chaleureusement. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous avez touché plus de vies que vous ne le réalisez. Hélène, demain quand vous entrerez dans cette salle d'audience, souvenez-vous que vous n'êtes pas seule. Nous sommes tous avec vous. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle ajouta « Oh, et Alissa m'a demandé de vous donner ceci. » Elle me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Madame Mercier, quand j'ai quitté mon mari, tout le monde me disait que je faisais une erreur, que je ne pouvais pas survivre seule, que j'avais besoin de lui peu importe comment il me traitait. Ils avaient tort. Et quiconque dit que vous ne pouvez pas gérer votre vie selon vos propres termes a tort aussi. Tenez-vous droite demain. Nous les survivantes, on sait comment traverser les tempêtes. Alyssa. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines, fortifiée par la conscience que j'avais bâti une communauté de soutien, non pas par la richesse ou la manipulation, mais par une connexion sincère et un but partagé. Le matin de l'audience s'est levé clair et lumineux. Je me suis habillée soigneusement dans un tailleur bleu marine bien coupé, professionnel, digne, la tenue d'une femme en pleine maîtrise de ses facultés. Maître Lefebvre et Henri m'ont retrouvé devant le tribunal, tous deux projetant une confiance calme. « Souvenez-vous » conseilla Maître Lefebvre, tandis que nous gravissions les marches. « Il s'agit d'établir votre compétence, pas d'attaquer Georges. Répondez aux questions directement et calmement. Les preuves sont massivement en notre faveur. » Dans la salle d'audience, j'ai vu Georges en premier, assis à côté de son avocate. Une femme au visage anguleux dans un costume coûteux. Sophie était assise derrière eux, son expression tendue. Patrick n'était nulle part en vue. Alors que je me dirigeais vers ma place à côté de Maître Lefebvre, j'ai senti plutôt que vu une présence se glisser dans le rang derrière moi. Me tournant légèrement, j'ai trouvé Patrick s'installant sur une chaise, son visage pâle mais déterminé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je chuchoté. « Je soutiens ma mère », répondit-il simplement. Avant que je puisse répondre, l'huissier appela le tribunal à l'ordre et la juge Henriette Colbert entra. Une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux perçants. Elle balaya la salle du regard brièvement avant de prendre place. « Nous sommes ici concernant la requête déposée par George Taylor pour une évaluation de la capacité de Hélène Mercier, » commença-t-elle. J'ai examiné la documentation préliminaire soumise par les deux parties. « Monsieur Taylor, votre conseil peut commencer. » L'avocate de Georges se leva avec aisance. « Madame la juge, cette requête découle de la préoccupation sincère de notre client pour le bien-être de sa mère suite au décès de sa sœur et à l'héritage inattendu d'une succession substantielle. Madame Mercier n'a aucune expérience dans la gestion d'actifs de cette magnitude et, dans son deuil, pourrait être vulnérable à de mauvaises décisions ou à une influence indue. Nous demandons simplement une évaluation formelle pour nous assurer que ses intérêts sont protégés. » L'expression de la juge Colbert ne révélait rien. « Maître Lefebvre, votre réponse. » Maître Lefebvre se leva. « Madame la juge, cette requête est sans fondement et semble motivée non par le souci du bien-être de Madame Mercier, mais par l'intérêt de contrôler les actifs qu'elle a légalement hérités. Madame Mercier a déjà subi une évaluation cognitive volontaire avec le docteur Émilie Lefebvre, dont le rapport est devant vous. Comme vous pouvez le voir, Madame Mercier a obtenu des scores exceptionnels, la plaçant dans le percentile supérieur pour les fonctions cognitives. De plus, nous avons fourni des attestations de nombreux contacts professionnels et personnels attestant de la clarté de pensée et du bon jugement de Madame Mercier. La juge hocha la tête.
tournant les pages du dossier devant elle. Je vois cela. Je note également que M. Taylor et ses frères et sœurs n'ont eu aucun contact avec Madame Mercier pendant 18 ans avant son héritage. Ce timing soulève des questions sur la motivation derrière cette requête. Georges se tortilla, mal à l'aise, sur son siège. Son avocate intervint rapidement. Madame la juge, l'historique familial est complexe mais sans rapport avec la question de la capacité actuelle de Madame Mercier. Je ne suis pas d'accord, répliqua la juge Colbert. Le contexte compte dans ces affaires. Elle tourna son attention vers moi. Madame Mercier, j'aimerais vous entendre directement. Comment caractériseriez-vous votre capacité à gérer la succession de votre sœur? J'ai pris une grande inspiration, soutenant son regard. Madame la juge, ma sœur Béatrice a passé des années à me préparer à reprendre ses affaires. Bien que je n'ai peut-être pas son sens des affaires, j'ai nommé des conseillers de confiance, conservé son équipe de gestion existante pour ses propriétés commerciales, et je suis activement engagée à comprendre chaque aspect de la succession. J'examine des rapports chaque semaine, je rencontre des conseillers financiers, et j'ai poursuivi son travail caritatif avec une implication totale dans les décisions de programme. Je ne suis ni confuse ni dépassée. Je suis déterminée à honorer les souhaits et l'héritage de ma sœur. La juge Colbert hocha la tête pensivement. Et comment caractériseriez-vous votre relation avec vos enfants avant d'hériter de la succession de votre sœur? Inexistante, Madame la juge. Je n'avais ni vu ni parlé à aucun d'entre eux pendant 18 ans, depuis qu'ils m'ont demandé de quitter mon propre foyer après la mort de leur père. Un murmure parcourut la salle d'audience. La mâchoire de Georges se crispa visiblement. « Je vois, » dit la juge, « et soudainement ils sont réapparus dans votre vie. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé cet intérêt renouvelé ?» L'avocate de Georges se leva rapidement. « Objection, Madame la juge. Madame Mercier ne peut pas parler des motivations de ses enfants. » « Je vais reformuler, » dit la juge Colbert. « Madame Mercier, d'après vos interactions avec vos enfants depuis le décès de votre sœur, que pensez-vous qu'ils attendent de vous ?» J'ai pesé mes mots soigneusement. Ils ont exprimé le désir de m'aider à gérer la succession, principalement en créant une fiducie familiale avec eux-mêmes, comme co-administrateurs. Ils ont montré peu d'intérêt à renouer émotionnellement, se concentrant plutôt sur les questions financières et les décisions de gestion. Je crois qu'ils voient la succession comme un actif familial auquel ils ont droit, malgré les souhaits clairs de ma sœur au contraire. La juge Colbert se tourna vers l'autre table. « Monsieur Taylor, souhaitez-vous répondre à cette caractérisation ?» Georges se leva, ajustant sa cravate. « Madame la juge, ma mère est naturellement émotive suite au décès de tante Béatrice. Nous avons seulement suggéré une fiducie familiale comme moyen de la protéger et de s'assurer que la succession est correctement gérée. Notre préoccupation est sincère. » L'expression de la juge resta sceptique. « Monsieur Taylor, pendant les 18 ans où vous n'avez eu aucun contact avec votre mère, avez-vous jamais exprimé une préoccupation pour son bien-être de manière documentée? Appel téléphonique? Lettre? Tentative de visite? » Georges hésita. « Non, Madame la juge, notre relation était compliquée. Pourtant, elle s'est décomplissée immédiatement après son héritage d'une succession substantielle. » Observa la juge Colbert sèchement. Elle tourna une page de son dossier. « Je vois ici que Madame Mercier a déjà commencé une gestion active de la fondation caritative de sa sœur, avec des preuves documentées de son implication dans les décisions de programme, les allocations budgétaires et la planification stratégique. Les attestations du personnel du centre communautaire sont particulièrement détaillées concernant ses fonctions cognitives et ses capacités de prise de décision. » La juge Colbert ferma le dossier de manière décisive. Sur la base des preuves devant moi, incluant le rapport du docteur Lefebvre, les nombreuses attestations professionnelles et le propre témoignage de Madame Mercier, je ne trouve aucun motif pour remettre en question sa capacité. La requête d'évaluation de compétences est rejetée. Elle fixa Georges d'un regard sévère. « Monsieur Taylor, le tribunal voit d'un très mauvais œil l'utilisation des procédures de mise sous tutelle comme levier dans les disputes financières familiales. Je vous suggère fortement de reconsidérer cette approche. » D'un coup sec de son marteau, l'audience fut ajournée. Le visage de Georges était rouge de colère et d'embarras, tandis qu'il conférait rapidement avec son avocate. Sophie se hâta de quitter la salle d'audience sans un regard en arrière. Patrick resta assis derrière moi. Alors que je rassemblais mes affaires, il se pencha en avant. « Maman, j'aimerais qu'on parle quand tu seras prête. »
Maître Lefebvre rayonnait quand nous sommes sortis du tribunal. Une victoire complète, Madame Mercier. La juge n'aurait pas pu être plus claire dans son rejet de la requête. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Georges peut essayer d'autres voies juridiques, mais cette défaite rendra cela difficile. Les commentaires de la juge sur l'utilisation inappropriée des procédures de mise sous tutelle feront réfléchir tout futur juge. Dehors devant le tribunal, j'ai pris un moment pour respirer l'air frais, me sentant comme si un poids avait été levé. La bataille n'était pas terminée. Je connaissais Georges assez bien pour être certaine qu'il n'abandonnerait pas facilement. Mais cette victoire comptait, pas seulement juridiquement, mais personnellement. J'avais tenu bon. J'avais défendu non seulement mon héritage, mais ma dignité. Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai vu Patrick qui attendait à côté, son expression à la fois pleine d'espoir et incertaine. Malgré tout, j'ai senti un petit adoucissement dans mon cœur. Il s'était présenté aujourd'hui, non pas du côté de Georges, mais du mien. C'était un début. Peut-être. « Tu voudrais venir prendre un thé ?» ai-je demandé. Son visage s'illumina. « J'aimerais beaucoup. » Alors que nous nous éloignions du tribunal en voiture, j'ai aperçu Georges qui regardait depuis les marches, son expression sombre. Cette bataille était gagnée. Mais la guerre n'était pas terminée. Pas encore. Patrick et moi sommes rentrés à la maison de Béatrice, ma maison, dans un silence complice. Le poids de la victoire au tribunal planait encore entre nous, ainsi que des questions qu'aucun de nous n'était tout à fait prêt à poser. À notre arrivée, je l'ai conduit au jardin d'hiver donnant sur le jardin, où la lumière de l'après-midi filtrait à travers les panneaux de vitraux que Béatrice avait installés des années auparavant. « C'est magnifique !» dit Patrick en regardant autour de la pièce. Je ne savais pas que tante Béatrice vivait comme ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas sur elle, ai-je répondu en mettant la bouilloire sur le petit réchaud d'appoint. C'était une personne réservée, mais aussi extraordinairement généreuse. Comme toi, dit-il doucement. Je lui ai jeté un regard, essayant de jauger sa sincérité. Patrick, j'apprécie que tu sois venu au tribunal aujourd'hui. Ça n'a pas dû être facile, étant donné les sentiments de Georges sur la question. Il remua mal à l'aise sur sa chaise. C'était la bonne chose à faire. J'aurais dû lui tenir tête il y a des années. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Patrick fixa le jardin où des roses tardives fleurissaient encore contre la clôture. Je me pose cette question depuis longtemps. La peur, je suppose. Georges a toujours été écrasant. Il remplit chaque pièce, prend des décisions pour tout le monde, et je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de me battre. Même quand ses décisions blessaient les autres, me blessaient. Ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, étaient remplis d'un remords sincère. J'ai été un lâche, maman. Je savais que ce que lui et Sophie t'avaient fait était mal, mais j'ai suivi le mouvement. Je me disais que c'était pour le mieux, que tu serais plus heureuse avec un nouveau départ. Mais la vérité, c'est que je ne voulais tout simplement pas faire de vagues. La bouilloire a sifflé, me donnant un moment pour rassembler mes pensées tandis que je préparais notre thé. J'ai tendu une tasse à Patrick, la délicate porcelaine bleue que Béatrice utilisait pour les occasions spéciales. « Qu'est-ce qui a changé ?» ai-je finalement demandé. « Pourquoi prendre position maintenant ?» Il berça la tasse entre ses paumes. En partie, voir comment Georges et Sophie ont réagi au testament de tante Béatrice. C'était comme regarder des vautours tournoyer. Mais surtout, c'était te revoir. Tu es différente maintenant, plus forte. J'ai réalisé que je devais être plus fort moi aussi. J'ai siroté mon thé, considérant ces mots. Georges ne te pardonnera pas facilement pour aujourd'hui. Je sais, soupira Patrick. Il m'a déjà laissé 3 messages vocaux. Je ne les ai pas encore écoutés. Et Sophie, elle m'a envoyé un texto pour dire que je trahissais la famille, comme si la famille n'était pas fracturée depuis près de 2 décennies. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de 18 années perdues, suspendu entre nous. Patrick, ai-je dit finalement, je veux être claire sur quelque chose. Je suis prête à reconstruire une relation avec toi. Mais ce sera selon de nouvelles conditions. Je ne suis plus la même personne que j'étais quand vous m'avez tous poussé hors de vos vies. Je ne me laisserai pas manipuler et je n'accepterai pas les demi-mesures. Il hocha la tête lentement. C'est juste, plus que juste, vu tout ce qui s'est passé. Et j'ai besoin de savoir que ton changement de cœur est sincère. Pas une autre stratégie pour avoir accès à la succession de Béatrice. Le visage de Patrick s'empourpra. Je comprends pourquoi tu penserais ça. Mais je te promets, maman, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste que une mère me manque.
Quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité dont je me souvenais depuis son enfance, m'a touché malgré ma résolution de rester sur mes gardes. Prenons les choses au jour le jour, ai-je suggéré. Reconstruire la confiance prendra du temps. Après le départ de Patrick, j'ai appelé Henri pour le mettre au courant de notre conversation. « Tu le crois ?» demanda Henri quand j'eus terminé. « Je veux le croire, ai-je admis. Mais on m'a déjà dupé. Pour l'instant, je suis prudemment optimiste, mais je reste sur mes gardes. »« Sage, » approuva Henri. « Et Georges, penses-tu qu'il va reculer après la défaite d'aujourd'hui ? » Peu probable. Il n'a jamais été du genre à accepter gracieusement l'échec. Il va se regrouper et essayer une autre approche. « Alors nous resterons vigilants, » dit Henri. En attendant, j'ai examiné les documents de la Fondation caritative de Béatrice. Il y a des décisions qui nécessitent votre attention quand vous serez prête. Le lendemain matin, je suis allée au centre communautaire pour rencontrer Maya. Le centre bourdonnait d'activités. Un atelier de compétences professionnelles dans une salle, une séance de conseil dans une autre, des enfants jouant dans un espace surveillé pendant que leur mère assistait à des cours. « C'est ce que l'argent de Béatrice a construit », dit Maya fièrement en me faisant visiter. « Et maintenant, votre soutien continu permet de continuer à le faire fonctionner. » Dans le bureau de Maya, nous avons passé en revue les projets à venir et les priorités de financement de la Fondation. Il y avait une nouvelle initiative de logement de transition qui avait besoin d'approbation, un programme de bourse pour les femmes reprenant leurs études et une expansion des services de conseil. « Tout cela semble excellent, » ai-je dit en signant les formulaires d'autorisation. Béatrice aurait approuvé. « Elle serait fière de la façon dont vous avez pris sa relève, » observa Maya. « Certains donateurs se contentent de faire des chèques. Vous vous impliquez vraiment dans le travail. Cela me donne un but, ai-je admis. Après 18 ans à vivre dans l'ombre de Béatrice, je trouve enfin mon propre chemin. » Alors que nous terminions notre réunion, Alissa frappa à la porte. « Désolée d'interrompre, » dit-elle, « mais je voulais vous féliciter pour hier. Maya m'a raconté ce qui s'est passé. Merci, et je souris. Votre mot m'a beaucoup touchée. Les survivantes doivent se serrer les coudes, dit-elle en répétant ses mots d'avant. En fait, je voulais vous demander quelque chose. Nous démarrons un groupe d'écriture pour les femmes de plus de 50 ans. Un espace pour partager des expériences et reconstruire la confiance en soi. Je me demandais si vous pourriez être intéressée pour aider à l'animer. L'invitation m'a surprise. Moi, je ne suis pas écrivaine ni enseignante. Mais vous êtes une femme qui a repris son pouvoir, dit Alissa simplement. C'est exactement ce que ces femmes ont besoin de voir. Je me suis retrouvée à accepter avant d'avoir vraiment réfléchi. Peut-être était-il temps de partager mon histoire, pas seulement avec Patrick, mais avec d'autres qui pourraient y puiser de la force. Ce soir-là, j'ai reçu un message texte de Sophie. « Il faut qu'on parle. »« Juste nous deux, s'il te plaît. » J'ai fixé le téléphone, débattant si je devais répondre. Sophie avait été remarquablement silencieuse après l'audience, n'ayant ni présenté d'excuses, ni reconnu son rôle dans le stratagème de Georges. Pourtant quelque chose, la curiosité peut-être, ou l'espoir persistant qu'au moins un de mes enfants de plus puisse trouver son chemin de retour vers moi, m'a fait répondre. « Demain, 14 heures. La maison. » Sophie est arrivée pile à l'heure, habillée impeccablement comme toujours, mais avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait dissimuler. Je l'ai conduite au salon où j'avais délibérément choisi de m'asseoir dans le fauteuil préféré de Béatrice. Une déclaration silencieuse de propriété et d'appartenance. « Merci de me recevoir, » commença Sophie en se perchant sur le bord du canapé. « Hier était difficile. »« Oui ?» ai-je acquiescé, attendant qu'elle continue. Elle tortillait ses mains sur ses genoux, un geste nerveux dont je me souvenais depuis son enfance. « Je veux que tu saches que la requête de mise sous tutelle n'était pas mon idée. C'était entièrement Georges. Mais tu l'as soutenu, ai-je fait remarquer. Tu étais là au tribunal. Elle hésita. Oui, j'y étais. Pourquoi? Sophie, croyais-tu vraiment que j'étais incapable ou était-ce juste un moyen commode de mettre la main sur l'argent de Béatrice? Ses yeux ont flashé avec une défiance familière. Ce n'est pas si simple, maman. Georges nous a convaincus que tu pourrais être influencé par des gens profitant de ton deuil, que la succession avait besoin de protection. Protection contre qui? Les seules personnes qui essaient de prendre le contrôle de quoi que ce soit sont mes propres enfants. Sophie se tut, son regard retombant sur ses mains.
Laisse-moi te poser une question, ai-je continué. Si Béatrice avait légué sa succession à une œuvre de charité au lieu de moi, est-ce que toi et Georges auriez contesté le testament? Est-ce que vous auriez prétendu qu'elle était incapable ou indûment influencée? C'est différent, protesta Sophie. Vraiment? La seule différence que je vois est que vous pensiez que je serais une cible plus facile qu'une fondation caritative avec sa propre équipe juridique. Le visage de Sophie s'empourpra. Tu ne comprends pas la pression que Georges peut mettre sur les gens. Il est persuasif. C'est moi qui l'ai élevé, Sophie. Je sais exactement à quel point il peut être persuasif. Mais tu es une femme adulte, avec ton propre esprit. Tu as fait des choix aussi. Elle hocha la tête lentement, acceptant la vérité de mes mots. Oui, et je fais de mauvais choix depuis longtemps. Quelque chose dans son ton m'a fait regarder plus attentivement au-delà des vêtements à la mode et du maquillage parfait. Ma fille avait l'air épuisée, presque fragile. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Sophie? Ce n'est pas juste une question de succession de Béatrice, n'est-ce pas? Son masque s'est légèrement fissuré. Michel et moi nous séparons. Il a eu une liaison avec son assistante. C'est tellement cliché que c'en est presque drôle. Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais. Sophie rit amèrement. Le truc, c'est que je ne suis même pas sûre que ça me fasse quelque chose. On était plus heureux depuis des années. Mais le divorce va être coûteux, et j'ai signé un contrat de mariage qui le favorise largement. Quand tante Béatrice est morte et t'a tout légué, Georges a suggéré que si nous pouvions accéder à une partie de la succession, tu pourrais sécuriser ton avenir financier, ai-je terminé pour elle. Elle hocha la tête, l'air honteuse. Ça sonne terrible quand tu le dis à voix haute. Parce que c'est terrible, Sophie. Utiliser une fausse procédure de mise sous tutelle contre ta propre mère pour résoudre tes problèmes financiers. Ce n'est pas juste désespéré, c'est cruel. Je sais, murmura-t-elle. Je me suis laissée emporter par les plans de Georges, par l'idée qu'on avait d'une certaine façon droit à l'argent de tante Béatrice. Mais en te voyant au tribunal hier, si digne et forte, j'ai réalisé à quel point je m'étais éloignée de la personne que je veux être. J'ai étudié ma fille, essayant de séparer le remords sincère de la manipulation. Que veux-tu de moi maintenant, Sophie? Honnêtement, elle a rencontré mes yeux directement pour la première fois. Je ne sais pas. Peut-être juste dire que je suis désolée et demander s'il y a une voie à suivre pour nous. Pas avec l'argent, je comprends que ce n'est pas sur la table, mais en tant que mère et fille. Ces mots faisaient écho aux sentiments de Patrick, mais avec une authenticité brute qui semblait plus vraie. Pourtant, on m'avait déjà dupée. Sophie, j'apprécie ton honnêteté, mais reconstruire la confiance demande plus qu'une seule conversation. Cela demande des actions cohérentes dans le temps. Elle hocha la tête. Je comprends. Je suis prête à essayer, si tu veux bien me donner une chance. J'y réfléchirai, ai-je dit, pas tout à fait prête à m'engager. En attendant, je te suggérerais de réfléchir sérieusement à ta relation avec Georges. Son influence ne t'a pas mené sur de bons chemins. Alors que Sophie partait, j'ai eu l'étrange sensation que quelque chose de fondamental avait changé. Mes enfants, qui s'étaient autrefois unis contre moi, se fragmentaient maintenant, chacun trouvant son propre chemin de retour, ou peut-être d'avancer, de différentes manières. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de Béatrice, mon bureau, à regarder de vieilles photographies. Des photos de mes enfants quand ils étaient jeunes, avant que l'ambition et l'avidité n'aient entordu leur cœur. Des photos de Béatrice et moi dans le jardin, en voyage, lors d'événements caritatifs. Une vie documentée en instants figés. Mon téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. C'était Henri. « Hélène, j'espère que je n'appelle pas trop tard. Je viens de recevoir des informations préoccupantes. » Qu'est-ce que c'est? Un de mes contacts à la banque a remarqué une activité inhabituelle sur un ancien compte associé à la succession de votre défunt mari. Quelqu'un a fait des demandes de renseignements, essayant d'accéder à des archives historiques. Georges, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme une certitude. Très probablement. Le timing suggère qu'il cherche un nouvel angle après l'échec de la requête de mise sous tutelle. Qu'est-ce qu'il pourrait possiblement trouver dans ces vieux comptes? Henri hésita. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il est temps que nous fassions notre propre enquête. Je connais un spécialiste en criminalistique financière, Antoine Cartier. Il est discret et extrêmement méticuleux. Avec votre permission, j'aimerais le faire intervenir pour examiner tous les comptes associés à la succession de votre mari, ainsi que toute transaction financière
impliquant Georges à cette époque. Faites-le, ai-je acquiescé. Si Georges fouille dans le passé, nous devons savoir ce qu'il cherche. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Antoine Cartier au cabinet d'Henri. Il était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être dans la mi-trentaine, avec des yeux vifs et une manière méthodique qui inspirait confiance. « Madame Mercier, j'ai fait un examen préliminaire des documents financiers que Maître Duval m'a fournis. » Commença-t-il. « Il y a des irrégularités qui méritent une investigation plus poussée. »« Quel genre d'irrégularités ?» ai-je demandé. « Plusieurs comptes ont été créés dans les mois qui ont suivi le décès de votre mari. Des comptes dont vous n'aviez apparemment aucune connaissance. Des fonds ont été transférés de vos comptes joints vers ces nouveaux comptes qui ont ensuite été utilisés pour acheter des propriétés d'investissement et d'autres actifs. Sans ma connaissance ni mon consentement, ai-je clarifié. Exactement, hocha Antoine. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces comptes ont été ostensiblement créés avec votre autorisation. Il y a des documents portant ce qui semble être votre signature. Ce qui semble être? J'ai comparé avec des échantillons connus de votre signature de cette période. Il y a des différences subtiles compatibles avec une contrefaçon. Henri se pencha en avant. Vous êtes en train de dire que quelqu'un a falsifié la signature d'Hélène pour détourner des fonds de la succession de son mari? C'est ce que les preuves suggèrent? Confirma Antoine. Et il y a plus. Ces fonds détournés n'ont pas simplement disparu dans un seul compte. Ils ont été soigneusement distribués à travers un réseau de sociétés écrans et de fiducies, menant tous à 2 bénéficiaires principaux. Georges et qui d'autre? Ai-je demandé, suspectant déjà la réponse. D'après les documents, George Taylor et Patrick Hayes. Je me suis adossée, stupéfaite. Patrick. Il était impliqué lui aussi. Son nom apparaît sur plusieurs des comptes et documents fiduciaires, dit Antoine. Cependant, il convient de noter que la signature de Georges apparaît bien plus fréquemment sur les documents de transaction proprement dits. Patrick peut avoir été un bénéficiaire nominal sans implication active dans la gestion des fonds. Cela expliquerait pourquoi Georges était si insistant pour me faire quitter la maison? Ai-je dit, les pièces se mettant en place. Il ne pouvait pas accéder à tous les comptes ou compléter les transferts tant que j'y habitais encore. Précisément, acquiesça Antoine. Plusieurs des transactions exigèrent la preuve que vous aviez volontairement déménagé avant que les fonds puissent être libérés. De quelle somme d'argent parlons-nous? Demanda Henri. D'après mon évaluation préliminaire, environ 1 200 000 € de la succession originale. Mais avec les investissements et l'appréciation des propriétés sur 18 ans, la valeur actuelle serait plus proche de 3 800 000 €. Le montant m'a coupé le souffle. La succession de mon mari avait été substantielle, mais je n'avais jamais imaginé qu'une si grande partie m'avait été volée par mes propres enfants. Pouvons-nous prouver cela légalement? Ai-je demandé. Antoine hocha la tête. Les preuves de falsification seules seraient convaincantes devant un tribunal. Combinées avec le schéma documenté de transfert et le timing de votre déménagement, nous avons un dossier solide pour fraude financière. « Que voulez-vous faire, Hélène ?» demanda Henri doucement. J'ai fixé les documents étalés devant moi, mon esprit en ébullition. Il ne s'agissait plus seulement de l'héritage de Béatrice. Il s'agissait d'une tromperie qui s'étalait sur des décennies et qui avait façonné le cours de ma vie. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Et j'ai besoin de parler à Patrick. Je veux entendre sa version des événements avant de prendre une décision. J'ai appelé Patrick ce soir-là et lui ai demandé de venir à la maison le lendemain matin. Je n'ai pas expliqué pourquoi, seulement que c'était important. Il a accepté sans hésitation. Quand il est arrivé, je l'ai conduit non pas au jardin d'hiver où nous avions pris le thé, mais au bureau où les rapports d'Antoine étaient étalés sur le bureau. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Patrick, l'air confus. « Assieds-toi, Patrick. Nous devons parler de ce qui s'est passé après la mort de ton père. » Son visage a pâli légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai poussé le dossier vers lui. « Des documents financiers, Patrick. Des comptes à ton nom. De l'argent transféré de la succession de ton père. De l'argent qui aurait dû me revenir. » Il a fixé les documents, ses mains tremblant légèrement. « Je peux expliquer. S'il te plaît, fais-le. » Patrick prit une grande inspiration. Après la mort de papa, Georges est venu me voir avec un plan. Il a dit que papa avait fait des investissements risqués qui ne t'avaient pas été révélés, qu'il y avait des dettes qui devaient être réglées discrètement.
Il a dit que créer ses comptes séparés était le seul moyen de protéger ce qui restait de la succession. Et tu l'as cru? Je voulais le croire, admit Patrick. Il m'a montré des documents, a fait en sorte que tout paraisse légitime, et il était l'exécuteur testamentaire. Je pensais qu'il avait le droit légal de prendre ses décisions. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ma signature devait être falsifiée? Pourquoi je devais être chassée de ma propre maison? Le regard de Patrick tomba au sol. Georges a dit que tu étais trop émotive pour prendre des décisions financières rationnelles. Que te faire déménager chez tante Béatrice serait mieux pour tout le monde. Il présentait ça comme temporaire au début. Au moment où j'ai réalisé que ça ne l'était pas, au moment où tu as réalisé, tu profitais de l'arrangement, ai-je terminé pour lui. Oui, murmura-t-il. Je recevais des versements trimestriels d'une des fiducies, pas autant que Georges. Il contrôlait tout, mais assez pour que je ne pose pas trop de questions. Pendant 18 ans. Patrick hocha la tête misérablement. Je me disais que c'était ce que papa aurait voulu, que tu étais bien chez tante Béatrice, qu'aucun mal réel n'était fait. Mais au fond, je savais que c'était mal. Je ne savais juste pas comment réparer après que tant de temps soit passé. J'ai étudié mon plus jeune fils, voyant à la fois l'homme qu'il était devenu et le garçon qu'il avait été. Patrick, comprends-tu que ce que toi et Georges avez fait n'était pas juste moralement mal? C'était illégal. Falsification, fraude, vol envers une veuve éplorée. Ce sont des crimes graves. Je sais, dit-il, sa voix à peine audible. Tu vas porter plainte? Je n'ai pas encore décidé, ai-je dit honnêtement. Mais j'ai besoin de tout savoir. Plus de secrets, plus de demi-vérités. Si tu veux une chance de rédemption, j'ai besoin d'une honnêteté totale à partir de maintenant. Patrick s'est redressé sur sa chaise, rencontrant mon regard directement. Je te dirai tout ce que je sais, et je témoignerai contre Georges si nécessaire. Pendant les 2 heures suivantes, Patrick a détaillé le stratagème élaboré que Georges avait construit. Comment il avait manipulé Patrick et Sophie, falsifié des documents, créé un réseau de comptes et d'investissements conçu pour obscurcir la source des fonds. Comment il avait utilisé mon départ forcé de la maison familiale comme levier avec les institutions financières. Comment il avait maintenu la tromperie pendant 18 ans, distribuant juste assez d'argent pour garder ses frères et sœurs dociles mais dépendants. L'ironie, dit Patrick amèrement, c'est que Georges n'a jamais eu besoin de l'argent. Sa carrière a été un succès dès le début. C'était une question de contrôle, pas de nécessité. Et maintenant, il essaie les mêmes tactiques avec la succession de Béatrice, ai-je observé. Oui, mais avec une différence clé, dit Patrick. Tu n'es plus la même personne qui l'a manipulée il y a 18 ans. Tu es plus forte maintenant, et tu as des gens dans ton camp. Après le départ de Patrick, qui a promis de fournir une déclaration formelle à Antoine, j'ai appelé Henri pour le mettre au courant. Patrick a tout confirmé, lui ai-je dit, et il est prêt à témoigner contre Georges si nécessaire. C'est significatif, dit Henri. Avec son témoignage et les preuves documentaires, nous pourrions poursuivre des charges criminelles ou une action civile pour récupérer les fonds détournés. Que conseilleriez-vous? Henri fut silencieux un moment. Cela dépend de ce que vous voulez, Hélène. La justice, la restitution, ou simplement clore ce chapitre et aller de l'avant. C'était une question que je me posais depuis les révélations d'Antoine. Que voulais-je vraiment? La vengeance contre Georges serait satisfaisante sur le moment, mais guérirait-elle les blessures plus profondes de la trahison et de la perte? J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit finalement. Ce n'est pas une décision à prendre dans la précipitation. Le jour suivant, j'ai visité le foyer pour femmes, cherchant une perspective dans le travail qui m'avait donné un but depuis la mort de Béatrice. Alissa animait son cours de fabrication de bijoux, guidant les femmes avec des mains patientes et des mots encourageants. Madame Mercier, elle sourit en me voyant. Vous êtes venue nous rejoindre? Juste observer aujourd'hui? Ai-je dit en prenant place au bord de la salle. En regardant ces femmes, dont beaucoup avaient échappé à des relations abusives avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portaient, créer de belles choses à partir de morceaux brisés, quelque chose a changé dans ma compréhension de ma propre situation. Après le cours, Alissa m'a rejointe pour un café dans le petit salon du centre. « Vous semblez préoccupée » observa-t-elle. « Tout va bien ?» J'ai hésité, puis j'ai partagé une version simplifiée de ce que j'avais découvert sur la tromperie de Georges et Patrick. Donc maintenant, j'essaye de décider quoi faire, ai-je conclu. Porter plainte, intenter une action en restitution, ou simplement couper les ponts et aller de l'avant. Alissa a réfléchi,
ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. Quand j'ai quitté mon mari, j'ai dû prendre une décision similaire. Il avait contrôlé nos finances, caché des actifs, m'avait laissé avec rien. J'aurais pu le combattre au tribunal. Mon avocat disait que j'avais un dossier, mais j'ai choisi de partir. Pourquoi? Parce que me battre m'aurait gardé enchaîné à lui, au passé. Je voulais la liberté plus que je voulais la justice, ou même ce qui m'appartenait de droit. Elle sourit doucement. Ça ne veut pas dire que c'est le bon choix pour vous. Seulement que parfois, aller de l'avant demande de lâcher ce qui est derrière nous, même quand c'est injuste. Ces mots sont restés avec moi en rentrant en voiture, faisant écho à la voix pratique de Béatrice dans ma mémoire. Tu mérites de vivre sans toujours attendre que la prochaine porte se ferme. Ce soir-là, Georges a appelé. J'ai laissé la messagerie prendre, pas encore prête à le confronter avec ce que je savais. Son message était bref et inattendu. « Maman, il faut qu'on parle. J'ai beaucoup réfléchi à tout, et j'aimerais arranger les choses. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai écouté le message 2 fois, essayant de détecter de la sincérité ou de la manipulation dans son ton. Était-ce une autre stratégie? Ou la défaite au tribunal avait-elle vraiment provoqué une réflexion? J'ai décidé d'attendre avant de répondre. Georges m'avait manipulé une fois avant quand j'étais vulnérable. Je ne lui donnerai pas cette opportunité à nouveau. Au lieu de cela, j'ai appelé Maya. J'aimerais créer un nouveau programme au centre, lui ai-je dit. Quelque chose axé sur l'éducation financière et l'indépendance pour les femmes. Particulièrement les femmes plus âgées qui ont peut-être été financièrement dépendantes ou manipulées. C'est une idée merveilleuse, dit Maya avec enthousiasme. L'abus financier est l'une des formes de contrôle les plus courantes, mais les moins abordées. Je sais, ai-je dit doucement. J'en ai fait l'expérience personnellement. Avez-vous réfléchi à comment vous voulez appeler le programme? J'ai réfléchi un moment. La Fondation Béatrice Mercier pour l'indépendance financière. Ma sœur m'a redonné mon autonomie quand je n'avais plus rien. J'aimerais honorer cela en aidant d'autres femmes à trouver la leur. Au cours de la semaine suivante, je me suis immergée dans le développement du nouveau programme, travaillant étroitement avec Maya et des experts financiers pour créer un curriculum et des ressources. Le travail était guérisseur, transformant ma douleur en but. Patrick a appelé plusieurs fois, prenant des nouvelles, offrant son soutien sans pression. Sophie envoyait des textos occasionnellement, des messages brefs qui suggéraient qu'elle essayait sincèrement de comprendre son rôle dans ce qui s'était passé. Georges est resté silencieux après son unique message vocal. Puis, de façon inattendue, une enveloppe est arrivée sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule page, une impression de tableur montrant une série de transferts d'un compte au nom de Georges vers une fiducie nouvellement établie à mon nom. Le montant total, 3 800 000 €, exactement la somme qu'Antoine avait calculée comme ma perte d'héritage plus appréciation. Une note était attachée à l'impression par un trombone. Ça ne répare pas ce que j'ai fait, mais c'est un début. L'argent t'a toujours appartenu. J'ai fixé le document, incertaine de ce que je ressentais. Était-ce un remords sincère, un mouvement stratégique pour éviter des conséquences juridiques, ou simplement la façon de Georges de clore un problème pour pouvoir se concentrer sur la façon de mettre la main sur la plus grande succession de Béatrice? J'ai appelé Antoine immédiatement et lui ai demandé de vérifier les transferts. Dans l'après-midi, il a confirmé qu'ils étaient légitimes. Georges avait effectivement transféré 3 800 000 € vers une fiducie à mon nom. Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie? Ai-je demandé à Henri quand j'ai partagé la nouvelle. Cela pourrait être une tentative sincère de restitution, dit Henri prudemment. Ou cela pourrait être une tactique, rendre ce qu'il a pris pour renforcer sa position concernant la succession de Béatrice. Avec Georges, c'est difficile d'être certain. Est-ce que je dois en accuser réception? Le remercier? L'ignorer? Que vous dit votre instinct? J'y ai réfléchi, essayant de séparer ma réponse émotionnelle d'une évaluation rationnelle. Je pense que j'ai besoin de le voir face à face, de le regarder dans les yeux quand je lui demande pourquoi il fait ça maintenant. Alors c'est ce que vous devriez faire, conseilla Henri. Mais pas seul. Je suggérerais de vous rencontrer dans mon cabinet avec un conseil juridique présent. 2 jours plus tard, Georges est arrivé au cabinet d'Henri pile à l'heure, habillé dans sa tenue d'affaires impeccable habituelle. S'il fut surpris de voir Antoine Cartier assis à côté de moi, il ne l'a pas montré. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer », dit-il en prenant la chaise en face de moi.
J'ai reçu ta contribution, ai-je dit, allant droit au but. Pourquoi maintenant, Georges? Après 18 ans, pourquoi soudainement rendre l'argent que tu as pris? Il n'a pas tressailli devant ma franchise. Patrick est venu me voir après votre conversation. Il m'a dit tout ce qu'il t'avait révélé sur les comptes, la falsification, tout. Il a dit que tu avais assez de preuves pour poursuivre des charges criminelles. Ça ne répond pas à ma question. Tu rends l'argent pour éviter les poursuites? Georges fut silencieux un moment, son expression indéchiffrable. Puis, de façon surprenante, son masque soigneusement maintenu s'est fissuré. Il a soudain paru plus vieux, fatigué, les rides autour de ses yeux plus profondes que je ne l'avais remarqué auparavant. En partie, admit-il. Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas préoccupé par les conséquences juridiques, mais c'est plus que ça. Il hésita, puis continua. Te voir au tribunal, entendre ce que la juge a dit sur mes motivations, c'était comme me regarder dans un miroir que j'évite depuis des années. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Tu as eu 18 ans pour regarder dans ce miroir, Georges. Je sais. Et j'ai passé ces années à justifier ce que j'ai fait, à me dire que c'était pour le mieux, que tu étais bien, que l'argent était mieux utilisé. Il secoua la tête. Mais la vérité, c'est que je t'ai trahi parce que je le pouvais, parce que c'était facile, et parce que personne ne m'a arrêté. Son honnêteté, aussi tardive soit-elle, était stupéfiante. Et la succession de Béatrice, c'était la même motivation? Oui, dit-il simplement. Quand j'ai entendu parler du testament, tout ce que j'ai vu, c'était une autre opportunité. Une autre femme vulnérable dont je pouvais contrôler les actifs. Je me disais que c'était pour une gestion appropriée, l'héritage familial. Mais c'était vraiment une question de pouvoir. J'ai étudié mon fils aîné, essayant de réconcilier ce moment de conscience apparente avec des années de manipulation calculée. « Que veux-tu maintenant, Georges? Je n'attends pas le pardon, dit-il. Ce que j'ai fait ne peut pas être défait avec un seul transfert, peu importe le montant. Mais je retire toute contestation du testament de Béatrice. Sa succession est à toi comme elle l'a voulu. Je n'interférerai plus. Et tes frères et sœurs, vas-tu continuer à les manipuler comme tu l'as fait pendant des années? Georges a grimacé. Patrick a clairement fait comprendre qu'il a fini de suivre mon exemple. Sophie aussi, bien que plus hésitante. Ils font leur propre choix maintenant. Comme ils auraient dû le faire depuis le début, ai-je observé. Oui, acquiesça-t-il doucement. Comme ils auraient dû le faire. Après le départ de Georges, je suis restée assise en silence, traitant ce qui venait de se produire. Était-ce une transformation sincère, une performance calculée, ou quelque chose entre les deux? Un moment de clarté qui pourrait ne pas durer au-delà de la crise immédiate? Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé à Henri et Antoine. Sa restitution des fonds est tangible, fit remarquer Antoine. Quelles que soient ses motivations, l'argent a été rendu. Henri hocha la tête. Et son retrait de la contestation du testament de Béatrice supprime une source significative de stress. Que son changement de cœur soit permanent reste à voir, mais les résultats pratiques sont positifs. Donc, je devrais accepter cela comme une résolution, ai-je demandé. Cela dépend de ce que vous voulez, Hélène, dit Henri doucement. Justice légale, restitution financière. Ces cases ont techniquement été cochées. Clôture émotionnelle. C'est plus complexe et vous seul pouvez déterminer à quoi cela ressemble. J'ai pensé aux mots d'Alissa sur le choix de la liberté plutôt que de la justice, à la croyance de Béatrice que je méritais de vivre sans attendre que la prochaine porte se ferme. Je pense, ai-je dit lentement, que je veux aller de l'avant. Pas oublier ou nécessairement pardonner, mais arrêter de laisser le passé déterminer mon avenir. Georges a rendu ce qu'il a pris. Il se retire de la succession de Béatrice. C'est assez de résolution pour clore ce chapitre. Sur le chemin du retour, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines, peut-être des années. Non pas parce que tout était résolu, la vraie guérison prendrait bien plus qu'une conversation, mais parce que j'avais repris mon pouvoir de choisir mon propre chemin vers l'avant. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué Patrick assis sur les marches du perron, qui attendait. Il s'est levé à mon approche, son expression anxieuse. « J'ai entendu dire que Georges t'avait rencontré aujourd'hui, » dit-il. « Comment ça s'est passé? »« Il a rendu l'argent, » lui ai-je dit. « Tout. » Et il retire sa contestation du testament de Béatrice. Les yeux de Patrick se sont écarquillés. « Vraiment? Ça ne ressemble pas à Georges. Les gens peuvent nous surprendre, » ai-je dit. Parfois même eux-mêmes. « Que se passe-t-il maintenant? » a-t-il demandé. J'ai regardé mon plus jeune fils, le garçon qui avait suivi l'exemple de son frère dans la trahison,
mais qui avait aussi trouvé le courage de défendre ce qui était juste, même tardivement. « Maintenant, on avance », ai-je dit en déverrouillant la porte d'entrée. Pas comme on était, mais comme on choisit d'être à partir de maintenant. Entre. Je vais faire du thé et on pourra parler de l'avenir plutôt que du passé. Alors que nous étions assis dans le jardin d'hiver, regardant le coucher de soleil peindre le jardin d'or et de pourpre, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Pas la paix naïve de quelqu'un qui croit que toutes les blessures sont guéries, mais la tranquillité mesurée d'une femme qui a traversé des tempêtes et en est sortie plus forte. Béatrice m'avait laissé plus que sa succession. Elle m'avait laissé la compréhension que rester, endurer, persister, rester fidèle à soi-même, c'était sa propre forme de force. Que les limites n'étaient pas des murs pour tenir les autres à l'écart, mais des fondations sur lesquelles construire une vie d'intégrité. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai marché le long du périmètre de la propriété au lever du soleil. L'air était vif, la rosée lourde sur l'herbe. Au fond du jardin, je me suis arrêtée près du banc que Béatrice et moi avions souvent partagé, passant mes doigts sur le bois usé. « Je pense que je comprends maintenant », ai-je dit doucement, comme si elle pouvait m'entendre. « Ce que tu essayais de m'apprendre toutes ces années. Que parfois la chose la plus courageuse n'est pas le pardon ou la vengeance, mais simplement avancer selon ses propres termes. » Plus tard ce jour-là, je suis allée au centre communautaire pour la première session de notre nouveau programme d'éducation financière. 12 femmes étaient déjà assises dans la salle de classe, leur visage un mélange d'anxiété et d'espoir. Maya m'a présenté, et alors que je m'avançais pour parler, j'ai ressenti une certitude que je n'avais pas éprouvée depuis des années. « Je m'appelle Hélène Mercier », ai-je commencé, et je suis ici pour partager ce que j'ai appris sur l'indépendance financière, sur la reconquête du pouvoir et sur la construction d'un avenir qui vous appartient entièrement. En parlant, j'ai vu de la reconnaissance dans leurs yeux, la compréhension universelle des femmes qui ont été sous-estimées, contrôlées ou ignorées. Mais j'ai aussi vu autre chose, de la détermination. La même résolution tranquille qui m'avait portée à travers mes jours les plus sombres et m'avait menée à ce moment de but. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand mes enfants étaient réapparus dans ma vie après 18 ans de silence. Ce n'était pas la justice que j'aurais pu autrefois désirer. Mais c'était quelque chose de plus précieux. Un nouveau départ construit selon mes termes, façonné par mes choix, et dédié à aider les autres à trouver leur propre chemin vers l'avant. Béatrice aurait approuvé. Et pour la première fois depuis très longtemps, je savais avec une certitude absolue que j'approuvais aussi. Je me suis levée ce matin-là avec une nouvelle clarté. Les rayons du soleil traversaient les rideaux de ma chambre, projetant des motifs dorés sur le parquet que Béatrice avait fait restaurer il y a des années. J'ai pensé à elle, à sa façon silencieuse de m'aimer, de me protéger même au-delà de la mort. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une transformation progressive. Patrick venait me voir régulièrement, apportant parfois des croissants de la boulangerie du coin, parfois simplement sa présence calme et réconfortante. Nous parlions de tout et de rien, réapprenant à nous connaître comme des adultes, pas comme la mère abandonnée et le fils complice d'autrefois. Sophie aussi a commencé à venir, d'abord hésitante, puis avec plus d'assurance. Son divorce était en cours, et elle découvrait une indépendance qu'elle n'avait jamais connue. Un jour, elle m'a confié qu'elle avait commencé à suivre des cours de gestion financière au centre communautaire que je dirigeais maintenant. La boucle était bouclée d'une certaine manière. Georges, lui, gardait ses distances, respectant sa promesse de ne plus interférer. Nous n'avions pas la relation chaleureuse que j'aurais pu espérer dans une autre vie, mais il y avait au moins une paix fragile entre nous. Il m'envoyait un message à Noël, un autre pour mon anniversaire. Des gestes simples, mais significatifs venant de lui. Le programme de la Fondation Béatrice Mercier prospérait. En 6 mois, nous avions aidé plus de 100 femmes à reprendre le contrôle de leurs finances. Certaines sortaient de mariages abusifs, d'autres avaient été victimes d'escroqueries, d'autres encore n'avaient jamais appris à gérer leur argent parce que quelqu'un d'autre l'avait toujours fait pour elles. Alissa était devenue ma bras droit dans cette entreprise. Sa propre histoire de survie résonnait profondément avec les femmes que nous aidions et son énergie était contagieuse. Ensemble, nous avions créé quelque chose de plus grand que nous, un héritage vivant de l'amour silencieux de Béatrice. Un matin de printemps,
Alors que les jonquilles commençaient à pointer dans le jardin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Maya. Hélène, vous devez venir au centre. Il y a quelqu'un qui veut vous remercier. Je suis arrivée pour trouver une femme d'une 40aine d'années qui m'attendait dans le hall, les larmes aux yeux. Elle s'appelait Martine et elle avait participé à notre tout premier atelier. Madame Mercier, dit-elle en me serrant les mains. Je voulais vous montrer quelque chose. Elle me tendit une liasse de documents. C'étaient les papiers de son nouveau commerce. Un petit salon de coiffure qu'elle venait d'ouvrir grâce aux compétences financières qu'elle avait acquises chez nous. Sans vous, sans ce programme, je serais encore à la merci de mon ex-mari, dit-elle. Vous m'avez donné les outils pour construire ma propre vie. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce n'est pas moi, ai-je dit. C'est vous qui avez fait le travail. Je n'ai fait que montrer le chemin. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que ce n'était qu'en partie vrai. Béatrice m'avait montré le chemin à moi. Elle m'avait offert un refuge quand je n'avais plus rien, m'avait appris la valeur de la persévérance silencieuse et m'avait laissé les moyens de transmettre cette générosité à d'autres. C'était son véritable héritage, bien plus que l'argent ou les propriétés. Je me suis assise dans le jardin d'hiver, regardant le soleil se coucher sur les roses que Béatrice et moi avions plantées ensemble il y a des années. Le jardin était en pleine floraison maintenant, explosant de couleurs et de vie. Tu avais raison, Béatrice, ai-je murmuré au vent du soir. Les jardins enseignent la patience. Et la vie aussi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Partagez votre histoire dans les commentaires.